Aujourd'hui, avec un invité de marque spécial qui fait peur, qui va faire peur aux grands-mères. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de grands-mères qui écoutent et qui regardent le podcast. Bonjour Quentin, Ruskov Domingos, C'est tes trois ça, noms, tes trois blazes. Bon. c'est ça les trois bases. Salut à toi. Bon, on va essayer de discuter un peu de MMA, enfin, de ton parcours, de MMA, de Bark Knuckle aussi, parce que tu fais les deux. Ouais, Euh, exactement. c'est assez impressionnant. Ce sont des sports qui ont le vent en poupe en ce moment, j'ai l'impression. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est beaucoup ta préparation physique, un peu la santé aussi. Tu sais, comment tu gères un peu ta santé. Je sais que tu as eu des soucis, des blessures. On va avoir l'occasion Ouais, d'en parler, d'y revenir. Donc, non, voilà, c'est cool. Tu m'as été mis en contact par Steve Veno. merci. Ouais. Exactement. Donc, ça, c'est sympa. On va pouvoir creuser un petit peu le sujet. Je t'ai vu chez Greg MMA la première fois, je crois que. Aussi, ouais, c'est vrai que, c'est vrai que c'est la vidéo qui m'a fait un petit peu connaître. Ouais. C'est vrai que c'est avec Greg. Ouais. Ouais, ça t'a propulsé, ça t'a fait propulser sur le devant de la scène, mais donc gros physique, 1m90, c'est ça? Plus de C'est ça, 100, 1m90. 120 kilos Soit actuellement? entre 118 et 130. Voilà, donc ça montre un Ah petit bah, peu le bébé. Je vais te laisser te présenter simplement rapidement pour commencer. d'accord. Bah écoute, moi c'est Quentin Amigos, alias Ruskov. Je suis combattant de MMA. J'ai un pro record de 10 victoires, 3 défaites. Je suis à 2 victoires et un no contest en bare knuckle. Et bah, j'ai 28 ans, je m'entraîne sur Roubaix, je représente le Portugal. Je suis franco-portugais et j'ai eu le choix, j'ai représenté le Portugal. Et je suis depuis peu combattant aussi en bare knuckle, avec quoi je prends beaucoup de plaisir. Ok. Pourquoi Ruskov? Tiens, c'était une question que j'avais, une des premières. Bah écoute, déjà tout petit, j'avais déjà des prédispositions physiques, j'étais fort grand, les yeux fort bleus, assez fort en sport. Et déjà génétiquement, j'étais en avance sur ceux de mon âge. Du coup, à chaque fois, ils m'appelaient le russe. Et de là, de fil en aiguille, d'année en année, c'est passé en Ruskov. Ok, et c'est devenu ton pseudo. Bon, Ouais. pourquoi pas. Euh, Alors, j'ai entendu, parce que j'ai fait quelques petites recherches un peu, j'ai regardé, j'ai entendu que tu t'étais fait péter l'orbite euh, de l'œil sur un combat ou un... Ouais, Ouais. c'est ça, En hein. fait, Comment ça s'est passé ça? j'avais combattu au Glory, j'avais accepté un combat au Glory en pied-point, du coup, chose qui n'est pas ma discipline du tout, 3 semaines avant. Et bah, j'ai accepté le défi et au troisième round, quand l'arbitre nous sépare, en fait, le mec, il envoie quand même un gros high kick. Enfin, j'étais un peu penché, il me envoie un gros high kick dans le visage. Bon, je suis pas tombé KO, j'ai continué, mais j'ai eu l'orbite, le nez cassé, une fissure à la pommette. Ok, donc c'est vraiment sur le coup, ça t'a pris l'ensemble, Ça m'a et ça tout t'a pété cassé, mais quoi. j'ai rien senti. Et c'est, en fait, je me suis rendu compte que c'était cassé. C'est quand, après, je suis parti dans le vestiaire, tout ça, j'ai voulu me moucher. Et en fait, quand tu te mouches avec l'orbite cassée, bah, ton œil, tout, il gonfle. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris qu'il avait cassé l'orbite. Attends, quand tu dis qu'il gonfle, c'est que genre il En fait, ici, s'extériorise. là, bah, tout ça, là, en fait, t'as un gros appel d'air et ça te gonfle, ça fait une boule de billard au-dessus de l'œil. Ah putain, ok. Et là, tu sentais toujours rien ou pas? Bah, non, j'avais pas de douleur particulière, mais bon, je ressemblais à Quasimodo, quoi, tu vois. Ok, J'avais eu aussi la fracture du nez, j'avais le nez un peu fracturé, donc, j'étais, le coup de pied m'a coupé le visage, t'as vu, mais après, ça va, je suis pas tombé KO, j'ai pas eu de douleur particulière ou autre, tu vois, je suis resté lucide, c'est l'après, tu vois, que, une petite convalescence oblige. et attends, ça veut dire que t'as continué le combat avec ça, ou c'était le dernier round? C'était le dernier round, en fait, l'arbitre nous sépare, parce que en fait, quand je prends le dernier low kick, ma cuisse, elle se déchire, j'ai eu une triple déchirure dans la cuisse. Dernier low kick, ça m'a mis la grosse déchirure. Du coup, en fait, j'ai eu comme si, tu sais, quand tu passes à travers ton genou, ça m'a fait ça. Du coup, l'arbitre, il s'est mis entre nous direct, et de là, il m'a envoyé le gros coup de pied. Et, bah, de là, l'arbitre, après, il a préféré arrêter le combat, parce qu'en plus, je commençais à devenir tout violet. Je te dis, en fait, c'était un combat, je pense, que c'était le plus, où j'ai recherché le plus loin mon mental parce que c'était pas ma discipline. Troisième round, je suis en insuffisance cardiaque tellement que je suis monté haut dans les tours à gérer mon débit, à frapper. J'ai eu ma triple déchirure dans la cuisse et j'ai eu la moitié du visage cassé. Putain, tout ça sur le même combat, quoi. T'étais content de l'avoir Ouais, pris. ouais.
Premier round, ça se passait bien. Je lui mets deux downs, tout ça. Et après, Ouais. c'est vrai que deuxième round, je commence à avoir un peu de mal parce que le K1, bah, c'est pas mon truc. Je peux pas saisir ni rien. Et après, bah, j'ai tout le coup, toi. Je suis resté solide. Et troisième, après, bah, c'est là que ça a commencé à. L'arbitre a pris les précautions nécessaires, si tu préfères. Moi, j'aurais Hmm. continué, tu vois. Bah, Tant tu qu'on ne sentais sèche rien. pas. Non, je chantais pas. En fait, c'est juste que je chantais, il y a des endroits de mon corps qui lâchaient, tu vois. Comme ma cuisse, je sentis que je passais à travers. Hmm. Enfin, je t'enverrai le combat, tu pourras regarder, tu vois. Je pourrais pas partir. Ouais, il est sur YouTube ou il est disponible Ouais, sur YouTube, tu en tapes visio? Glory Lille Prélim. Et moi, j'étais le dernier combat préliminaire. Ouais. Ok, bon, bah, j'irai regarder plus tard. Le Prime. Ok. Et alors, comment tu t'en sors de ça tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas tu fais examen médical, radio, scanner et compagnie, Bah, non? en fait, quand je descends du ring, je dis à mon coach, il y a un truc, ça va pas, je me sens pas bien, et j'ai marché 5 mètres, je suis tombé, et en fait, j'étais en insuffisance cardiaque, du coup, j'étais à l'hôpital, ils m'ont fait les examens, tout ça. Bon, mon cœur, il n'avait rien, j'ai un très bon cœur, c'est juste que quand tu montes fort dans les tours dans le rouge, et que tu restes dans le rouge, et que tu forces, bah, arrive un moment, ton corps, il te dit merde. Et après, bah, pour le visage, ils m'ont fait une radio, ils m'ont dit que j'avais l'orbite et le nez cassé. Donc, bah, pas prendre de coups, forcément. Et après, bah, je crois que j'ai attendu 4 5 jours, j'ai repris l'entraînement. En fait, quand tu déchires la cuisse, par exemple, tu sais que derrière, tu vas avoir une atrophie musculaire, tu auras beaucoup de soins. Du coup, moi, j'ai commencé directement ma pseudo-rééducation pendant que je faisais mes soins kinés. Comme ça, j'avais pas de gros dommages au niveau de la cuisse et d'atrophie, tu vois. Je Hmm. tapais dedans direct. En fait, je me suis pas, entre guillemets, reposé sur cette convalescence. T'es assez allé rapidement. Ok. Et en fait, comment tu t'es déchiré la cuisse? Donc, c'est sur un coup de pied. C'est quoi? C'est Et quoi? Le quadriceps? je pense, ouais, sur quadriceps. Je pense sur le combat, j'ai dû prendre une bonne trentaine de low kicks plein pot. Donc forcément des low kicks en poids lourd à force, Non, ça bah, fatigue. le muscle Ouais. qui se déchire, quoi. Donc j'ai eu triple déchirure dans la cuisse. Ok. Et quoi? C'est bleu? C'est bleu, non? Ça saigne. T'as un énorme bleu. T'as un hématome qui se met Bah en ou fait, pas? moi j'ai la jambe tatouée, du coup on voyait pas les hématomes, mais on a vu que la jambe était dans sa continuité. Comme tu tiens debout, l'œdème de la déchirure, il descend aussi dans le genou et dans le Il mollet. Donc descend. Ouais. bah du coup on a capté direct que c'était la déchirure, forcément. Donc j'étais voir le kiné à l'époque qui me soignait. J'ai souffert tous les jours bah, fallait drainer l'œdème en fait. Donc c'est ça le Ouais. plus douloureux. Et après, bah, Ok. voilà, je me suis vite remis, mais ça a été douloureux quand même. Ouais, donc là, dans ce cas-là, pour drainer l'œdème, t'as le kiné qui te fait des massages, enfin qui te draine de bas en haut comme ça Ouais, c'est ça exactement. pour sortir. Ok. Et derrière, tu fais quoi? Tu fais un peu de vélo, un peu Moi, je faisais du de... vélo, je faisais beaucoup d'isolation sur du leg avant pour travailler un peu la biomécanique de mon genou, parce que comme il y avait beaucoup dans le genou, ça abîmait les tendons. Donc, je faisais beaucoup d'exercices pour que je perds pas de souplesse dans le genou ou autre, tu vois. Hmm. Et beaucoup d'isolation sur la jambe gauche, en fait. Beaucoup de trucs comme ça, du vélo pour dire de toujours faire circuler le sang aussi. Ouais, un peu de leg extension, leg curl, C'est ça, petit à petit. ouais, Ouais. c'est ça, Et plus ou combien de temps moins. ça te prend combien de temps pour revenir bon, une déchirure, c'est quoi? C'est 2 3 mois pour être bien? Ouais, de base, ouais. Après, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas rester trop longtemps en convalescence. Donc, je suis vite retourné à la salle. Après, forcément, je prenais pas de coups dans la cuisse. Mais j'ai beaucoup travaillé mon anglaise, des trucs. En fait, quand je suis blessé, moi, je sais pas rester chez moi à rien faire. Ça veut dire que même quand j'ai déjà eu d'autres blessures tout autant graves, je continue à m'entraîner. Je réadapte Hmm. l'entraînement parce que je suis entouré de gens compétents, forcément. Hmm. Mais je continue à m'entraîner, ouais. Bah, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein, parce que de toute façon, on sait maintenant, aujourd'hui, je pense que tu dois être bien au courant aussi en tant qu'athlète, c'est que le repos absolu, il est jamais recommandé. Enfin, ça dépend quel type de blessure, mais là, sur une déchirure, on peut reprendre assez rapidement, parce que c'est du tissu mou qui se répare assez vite, entre guillemets. Ouais. Sur une entorse, ça peut prendre un peu plus de temps, mais, euh, mais ne pas rester à rien faire, quoi. Est-ce que pendant cette période de temps, je sais pas, t'as pris des compléments particuliers, des compléments particuliers, pardon, des choses pour accélérer la récupération. Je pense à du collagène, des vitamines, des choses Ouais, comme ça. en complément comme ça, ouais, j'avais pris. Après, c'est vrai que j'avais pas encore suffisamment de connaissances pour les autres produits pour récupérer plus rapidement, qui sont utilisés dans le milieu du haut niveau, tu vois,
Quand tu as une fracture ouverte, tu récupères plus vite, forcément. J'avais pas encore cette connaissance-là sur ces produits que j'ai maintenant et qui est, avec du recul, je les aurais pris. Je pense que enfin, c'est même pas, je pense, j'aurais repris beaucoup plus vite de Ouais. cette blessure. Et tu parles de quel produit? C'est des peptides, il y a beaucoup de peptides. Enfin, il y a beaucoup de peptides. Il y en a deux qui sont bien pour les grosses blessures tendineuses, musculaires, ligamentaires, tout ça, quoi. Les peptides, ok. C'est légal, hein? Ou pas? Ou... Bah, en fait, il y en a qui vont te, en fait, c'est du cas par cas, parce que moi, ceux que je prends, c'était pour me soigner plus vite. Du coup, ils savent pas trop s'ils peuvent me mettre dans le dopage ou pas. Il y en a qui vont l'être forcément parce que tu auras de meilleures performances. Il y en a d'autres, dans les peptides, il y a des peptides pour bronzer, tu vois. Donc forcément, ça va pas être dans les dopants. Donc c'est Des vraiment peptides pour bronzer. du Je mélatonant. viens- Tu regardes. Mélatonant. Ok, je viens de taper ça. Mais exactement, mélatonant, l'implant pour bronzer sans soleil. Sérum préparateur et activateur de bronzage. Ah bah tu vois, je savais même pas que ça existait ce truc-là. Ouais, il existe des choses fous, hein, t'as vu. Donc c'est pour ça, c'est du cas par cas, on va dire. Ok, et ça, quelque chose comme le mélatonant, c'est pas considéré comme du dopage, hein, parce que je veux dire, ça change Ouais, rien non, à tes ça change performances. ta vie, hein. Ouais, non, exactement. Ok, ok. Bon, ben alors bon, de toute façon, on a compris que le MMA, c'était. Alors là, c'était pas du MMA en plus, c'était du pied-point, kickboxing, c'est ça, Ouais, Yoann? exactement. Ouais, ouais, exactement, Ouais. c'est ça. Glory, ouais. Et en fait, tu touches finalement un petit peu à tout. Bah, surtout MMA, Bark Knuckle, là, plus récemment, mais tu fais plein d'autres choses. C'est quoi qui te plaît le plus là-dedans? Moi, ce qui me plaît le plus, ça reste le MMA. Après, c'est vrai que le pied-point, je l'ai pris pour dire de prendre ça comme une expérience. Ça reste le Glory, tu vois, ça reste le plus haut niveau en pied-point. C'est pas des choses qu'on peut refuser. C'est comme si demain, on me dit, bah, dans 3 jours, tu combats à l'UFC. Ça reste le Graal, même si, à mon sens, il y a d'autres organes qui sont tout autant bien, mais ça reste le Graal. Donc, c'est vrai que c'est des choses à ne pas, je pense, à mon sens, à ne pas rater. Mais après, ouais, c'est vrai que moi, priorité, c'est le MMA. Maintenant, tout ce qui est bare knuckle, par exemple, c'est vrai que je prends ça comme du kiff et du plus, tu vois. Et ça me permet de Hmm. rester actif sans combattre en MMA, quoi. Ok. Et alors toi, t'as fait le choix de pas, le choix ou en tout cas, t'as pas l'envie d'aller à l'UFC. Hein, de ce que j'ai entendu, c'est pas un truc qui te botte. Alors je sais pas, peut-être que t'as changé d'avis depuis. Non, c'est vrai que dans le média, c'est pas, tu sais, souvent, on fait une fixette, je vais aller à l'UFC. Moi, Prestige. j'ai envie d'aller, j'y vais étape par étape, tu vois. Maintenant, à l'heure actuelle, j'irai là où le financier est le mieux, forcément. Et je te dis, à choisir si on me propose PFL ou UFC, j'irai au PFL. C'est vrai que c'est une orga qui me tente un peu plus. Après, comme je te disais, oui, l'UFC, c'est le Graal. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, c'est les goûts et les couleurs de chacun, tu vois. Moi, c'est vrai que, après, ça dépend aussi de mon manager. Si demain, il me dit, écoute, il y a cette opportunité-là, je sais que ça peut te ramener quelque chose, ceci, cela, et que ça à l'UFC, j'irai. Ça reste lui mon boss. Mais c'est vrai que si là, l'objectif premier, ce serait le PFL, tu vois, D'accord, qui est donc une organisation américaine. parallèle, concurrente Ouais, c'est ça, ouais, de exactement. l'UFC, qui paye mieux. Bah, de toute façon, on entend les. Alors j'entends ça de loin parce que moi je suis intéressé sans être dedans non plus, mais sur les problèmes un peu, pas les problèmes, mais les critiques financières qu'on fait vis-à-vis de l'UFC, qui paye pas très bien les athlètes. Euh, comment on ferait si jamais tu voulais aller à l'UFC, que demain ton manager il te dit bon allez là faut y aller, là c'est pour ta carrière c'est le top. Comment est-ce que tu ferais? Il faudrait que tu fasses des combats préparatoires, il faudrait que tu demandes Moi, à faire des combats. Comment ça se passe? moi, si tu veux, si vraiment je dois me fixer objectif de l'UFC ou autre, moi, je sais que j'ai besoin encore d'un peu d'expérience de combat dans le sens où j'ai encore trop l'instinct bagarreur. Ça va, j'ai su gérer ça au dernier combat et mettre en place ce que je fais de mieux, enfin, du moins la discipline sportive que j'affectionne le plus. Mhm. Mais, excuse-moi. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais besoin encore d'un ou deux combats pour dire de franchir ce cap. Tu sais que le changement de niveau ne soit pas. Tu sais, quand j'arrive, je me dis waouh, c'est bizarre, tu vois, c'est pas possible. C'est parce qu'en fait, il y en a, ils combattent dans les comment dire dans les organes locales, mais dès que tu passes dans le haut niveau, tu sens le décalage. Tu comprends? Donc Ah, c'est le pour ça niveau que il est moi, vraiment meilleur. ouais. Donc si moi je dois franchir un cap.
J'aurais besoin de prendre un combat dur pour faire l'intermédiaire, tu vois. D'accord, un combat dur qui serait un combat qui ne serait pas de l'UFC, hein, mais qui Non, non, quoi, pas qui après l'UFC, mais qui qui me prouverait fixerait un que peu, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, qui me fixerait que je suis capable à prendre des gars durs, tu vois. Ok, parce qu'après, comment ça se passe? Est-ce que c'est l'UFC qui vient vers toi? Est-ce que c'est toi qui fais une demande pour entrer dans l'orga? Non, après c'est le manager qui fait le boulot. Après, c'est vrai que la catégorie où je suis, c'est beaucoup plus accessible qu'un 70 kilos. C'est beaucoup plus simple à rentrer. Mais après, je pense que le manager peut faire le taf, tu vois. Après, comme je disais dans un autre podcast, j'ai l'avantage d'avoir un style assez particulier, que ce soit dans mes combats ou même physique, tu vois. Donc c'est vrai que c'est assez vendeur. Donc ça peut aussi beaucoup m'ouvrir de portes. Mais moi, comme je t'ai dit, j'y vais étape par étape. Je sais que j'ai Hmm. besoin d'encore un ou deux combats pour dire de vraiment acquérir l'expérience nécessaire pour passer le pas dans le très très gros haut niveau. Ok, alors et tu me parles un peu du style. C'est vrai que toi, t'es quoi? T'as un style un peu plus anglaise, hein, tu rentres un peu plus Ah, dedans, de ce que j'ai vu. m- moi, en fait, si tu veux, de base, le sport que je préfère, c'est la lutte. Et j'ai commencé par la lutte. Tu vois, avant de faire ma transition, j'ai fait un petit parcours pied-point quand j'étais très jeune en pied-point chez mes oncles, mais le sport que j'affectionne le plus et que j'utilise le plus, même aux entraînements, en sparring, c'est la lutte. Mais il y a que, bah moi, je suis entre guillemets, j'ai la bagarre dans le sang entre guillemets, on va dire, et je vais plus facilement bagarrer. C'est une chose qui sera plus simple pour moi que de lutter, tu vois. En fait, Ouais. c'est dans mon instinct. Je vais bagarrer dans mon instinct, sauf que dans le MMA, c'est pas ça, tu vois. Faut savoir se canaliser et faire les choses bien. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin d'encore un ou deux combats pour voir comment je peux utiliser ma lutte. Là, au dernier combat, ça s'est bien passé. J'ai su l'utiliser comme il fallait. Donc, je pense un ou deux combats encore où je vais utiliser ma lutte. Hmm. C'est pour prendre cette habitude-là et mettre un peu de côté la bagarre, tu vois. Et à quel point la stratégie marketing est importante? Tu vois, quand t'as dit, t'as un style, ça pourrait peut-être jouer en ta faveur pour entrer chez les gros à l'UFC si un jour t'as envie d'aller à l'UFC. Euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est des choses qui sont de plus en plus importantes d'essayer de se vendre, d'essayer de faire passer une image de soi pour rentrer dans les orgas prestigieuses? Ou Bah, pas tant que après, ça? c'est vrai que les orgas sont assez regardants sur les réseaux de leurs combattants, tu vois, de comment ils vendent un peu leur hype, tout ça. Après, il y en a qui sont plus discrets que d'autres. Moi, je resterai toujours dans le correct, tu vois, j'essaie de rester actif, faire des choses assez sympas, mais je dépasserai pas les limites du raisonnable, tu vois. Je resterai toujours dans le correct et je ferai kiffer les gens du mieux que je peux, tu vois. Mais c'est vrai que la com sur les réseaux, elle est importante. Tu vois, maintenant, tout passe par les réseaux, tu vois. Quand tu veux suivre des combats, tu regardes sur Instagram, tu regardes plus sur les plateformes de stream ou de je sais pas quoi, tu vois. C'est vraiment les réseaux maintenant à l'heure actuelle. Hum. C'était un petit peu la même chose qu'on entendait beaucoup parler dans le bodybuilding, dans les compètes, tu vois, à l'Olympia, c'est que un mec comme Chris Bumstead qui sait extrêmement bien gérer son image, par exemple, Ouais. qui a beaucoup de, c'est une façon aussi de porter le sport. Et alors forcément, il y a ses enjeux, il y a ses intérêts un peu. Tiens, si on continue à le faire gagner, bon après, personne vraiment remet en cause de sa place parce qu'il a un physique assez incroyable. Mais s'il continue de gagner, il met beaucoup plus en avant Mister Olympia, donc ça fait parler, etc., etc. Et souvent, c'était ça, c'est à quel point il faut être aimé des jurys par l'image que t'as avant. Et en fait, ça fait de la pré-influence, quoi. Euh, avant Ouais, c'est même ça. d'être sur scène, il y a déjà une pré-influence. Il y a, il y a énormément d'athlètes qui sont meilleurs que certains qui sont plus connus, mais qui, comme je t'ai dit, comme ils sont moins connus, ils vont moins être mis en avant sur les scènes, sur les podiums, par exemple, sur même en MMA, il y en a, je les vois, ils sont discrets sur les réseaux et pourtant, ils sont très forts et ils te dérouillent des mecs, connus à 200 000 cas sur Instagram, tu vois. Hmm. Et bon, après, Mais c'est maintenant. Mais c'est là où j'ai l'impression que il y a une petite différence pour le coup entre si on compare juste pour s'amuser le bodybuilding, la compétition, le culturisme et le MMA, c'est que finalement en body, on entend souvent tiens, il a gagné alors qu'il méritait pas de gagner, il a fini deuxième alors qu'il aurait dû être premier parce qu'il était meilleur. C'est encore un jeu d'influence. Dans le MMA, à un moment donné, ça va trouver sa limite.
Parce que si le mec, il fait son influence et que l'autre non, mais que sur le ring, il gagne, je veux dire, il y a pas, ben tiens, il aurait pas dû gagner ou quoi. Je veux dire, à un moment donné, le Ouais, combat, il est fait, il est là, donc. c'est ça, là, en MMA, il n'y a pas de posing qui tient. C'est si tu prends la cacahuète et que tu dors, que tu 3 abonnés ou 100 000 abonnés, tu vas dormir, tu vois, c'est ça, hein. Exactement. Tu t'es intéressé un peu, toi, au bodybuilding, au culturisme? Ou juste Bah, en termes de prépa pour ton sport? moi, j'étais plus axé sport de force, tu vois, donc je faisais tout ce qui est gros squat, soulevé de terre, des Ouais. gros développés couchés, j'étais un plus dans cette performance physique-là que chercher l'esthétique du bodybuilding, tu vois. Maintenant, après, j'ai énormément d'amis qui sont dans ce milieu, donc je m'y intéresse parce qu'ils y sont, mais c'est pas quelque chose que moi j'irais pratiquer, tu vois. Chercher moi à faire mes performances personnelles, à me dépasser sur les épreuves de force, mais c'est pas quelque chose que j'aurais fait comment dire, en sport comme je fais avec le MMA, tu vois. Hmm. T'as quand même un physique incroyable, hein. C'est quoi tes perfs? À l'époque, quand je faisais de la force, j'étais au squat à 300 kilos, soulevé terre 300, et au coucher, j'étais à 240. Mais après, en fait, Pas mal. pour être simple, c'est que quand tu fais la transition MMA, en fait, j'ai tellement enchaîné de blessures, ceci, cela, que sur mes travails de charge max, maintenant, vont être sur du 60%. Je pourrais plus me permettre de soulever des 300 kilos au squat ou faire des soulevés de terre ou quoi. Tu vois, j'ai un biceps, il manque un tendon. Enfin, j'ai des petites blessures qui font que je sais que ça va trop impacter si je charge. Et, et pour être honnête, mes prépas, ça me servait à rien de soulever les charges que je prenais avant. Ça, c'est une certitude. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que le transfert, il est pas très utile. Le ratio bénéfice-risque au moment est beaucoup moins favorable pour les C'est ça, sports de c'est ça. combat. Ouais. Ok. Comment c'est quoi le biceps? Tu t'es fait ça? Tu te l'es déchiré? Ouais, c'est ça. J'ai les tendons du biceps intérieur qui se sont déchirés. C'est pas le gros tendon, donc il a remonté que de l'intérieur, tu sais. Comment t'as fait ça? Quoi? Sous les terre curls? En fait, non, même pas. C'était en combat. J'avais combattu en bare knuckle. J'avais, entre guillemets, pour faire simple pour les gens, j'avais la moitié de tous mes petits tendons de l'intérieur qu'ils avaient pété. J'ai recombattu derrière un MMA. Heureusement, j'ai fini vite le combat. Ça a repété aux 3 quarts. Et après, j'ai accepté un combat en short notice d'une semaine en MMA. Peu de temps après, j'ai tout enchaîné ces combats très rapidement. Et là, ça a pété total en plein combat, au bout de 30 secondes de combat. Du coup, j'ai continué tout le round comme ça avec le biceps pété. Et Ouais. après, l'arbitre il m'a arrêté parce qu'il a vu que le bras, ça allait pas du tout, quoi. Et tu te rendais compte au fur et à mesure, avant qu'il pète totalement, que t'avais des. Est-ce que t'avais une douleur? Est-ce que tu savais que t'avais les tendons endommagés? Ou alors vraiment t'as Ah, tout appris à la fin? je pensais que j'avais plus des grosses contractures ou des gros claquages ou quelque chose comme ça, mais je pensais pas à la déchirure, tu vois. Parce qu'en fait, quand j'étais faire l'écho juste après mon combat, Mhm. ils- en France, du coup, j'avais envie de rentrer, ils m'ont dit, on voit que vous avez vraiment forcé sur votre tendon parce que c'était vraiment, ils m'ont dit c'est de la purée tout l'intérieur de votre bras. Ok. Donc, ils l'ont vu. Après, c'est là que j'ai fait les soins nécessaires. Et c'est entre guillemets cette blessure-là aussi que j'ai vite repris l'entraînement. Tu vois, j'ai pas chômé. Et t'as pas eu besoin de te faire opérer, te faire remettre le tendon. En fait, ils hésitaient à m'opérer, mais si je reprends les termes exacts, en fait, j'ai une atrophie musculaire qui fait que ça aurait été compliqué pour eux d'opérer. Tu vois, comme j'avais un biceps assez musclé, ça aurait été compliqué pour eux d'opérer. Après, c'était pas le gros tendon qui avait cassé. Donc ça va, tu vois, je sais encore combattre, j'ai encore de la force dans le bras. Donc c'était ce genre de blessure, ils m'ont dit c'est du cas par cas, mais vous, ça risque d'être compliqué d'opérer. Ok, d'accord. Donc Mais en fait moi, c'est ça parce m'a que arrangé en fait. ouais, bah ça te prend ouais, c'est moins de temps de parce que les opérations ça peut prendre un peu plus de temps, mais Ouais, en fait c'est quoi? C'est que tu t'es petit à petit déchiré donc le tendon interne et t'as le muscle qui est remonté, atrophie donc c'est une réduction des fibres musculaires quoi. Ça c'est bah, comme ça se dit ça s'est atrophié. Et donc derrière, ils se sont dit, on va pas aller chercher le tendon pour le rattacher parce qu'il est déjà trop il est déjà loin. trop petit. En fait, là, c'est vraiment que l'intérieur du biceps. C'est-à-dire que quand tu Ouais. me vois de côté, d'extérieur, on dirait que j'ai pas de biceps pété.
Mais c'est vraiment à l'intérieur quand je tends le bras ou que je contracte. Tu vois que, bon, on va dire que ça sent au biceps, il me manque une partie comme ça, tu vois. Il manque un creux comme ça, Ok, de l'intérieur. Ouais. ok. Et ça D'accord. aujourd'hui, tu penses que tu es à 100% sur ce bras-là, t'as Ouais, réussi ouais, à bah, j'ai pas. compenser avec les autres portions? Ouais, ouais, bah, en fait, comme je te disais, j'ai repris direct l'entraînement. J'ai travaillé là de façon à ce que j'ai pas d'atrophie musculaire. J'avais les préparateurs du club aussi qui me suivaient. J'avais les kinés sportifs aussi. Et pour te donner une idée, j'ai pris les compléments à tous les autres produits nécessaires pour soigner vite. Et au bout de 5 semaines, j'ai commencé à frapper avec tout doucement, tu vois. Ok, petit à petit. Bon, et il y a un truc qui est qui est assez cool d'un côté chez toi, c'est que tu as une certaine forme de transparence aussi. Ouais. Notamment, bah, tu en as parlé un peu des peptides, des choses comme ça. Bon, moi, je connais pas du tout. Euh, Est-ce que tu penses pas, c'est-à-dire que peut-être quand tu dis que transparent, c'est que tu dis que tu manges pas que du, comment on appelle ça, que du brocoli pour les performances, en gros. Bah, moi, Est-ce que vas-y. non, 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 mais c'était juste pour savoir à quel point tu penses que ça peut te desservir ou te servir selon certaines organisations futures. Bah, moi, à l'heure actuelle, comme j'ai pu expliquer il y a pas longtemps, ma première année, c'est quand je faisais ma transition. Je prenais des produits avant, j'avais pris un peu de produits pendant cette transition. J'avais pris un contrôle antidopage à la maison, pas en combat. En combat, je n'avais rien trouvé. Et c'est vrai qu'à partir de là, bah, quand tu fais la transition, tu as vu, je vais être honnête, pour le MMA, pour mon cas personnel à moi, encore une fois, c'est du cas par cas. Ça me Mhm. servira à rien de prendre du stéroïde ou du truc comme ça. Je suis déjà trop, enfin, truc, mais, façon de parler, trop costaud pour le sport que je fais, tu vois. Donc, prendre du stéroïde et autres produits qui pourraient accroître ma musculature me servira à rien. Maintenant, ce qui m'est utile, c'est le genre de produit pour les blessures, tu vois. À l'heure actuelle, je me sers que de ça. Quand je me blesse, je prends ça, mais les autres produits me servent à rien. Donc après, à l'heure actuelle, je peux aller où je veux, je peux aller où je veux, ils peuvent me contrôler, ils trouveront rien, au grand désespoir de beaucoup de personnes, parce qu'ils pensent encore que je suis chargé. Mais à l'heure actuelle, je peux aller où je veux, je prends des contrôles, je n'aurai rien. Mais c'est vrai que pour les blessures, il y a des choses qui sont, je pense, importantes de prendre, tu vois. Tu peux pas, ça te refait vraiment ta santé musculaire, tendons, ligaments. En rien, ça va te faire frapper plus fort ou avoir un degré de jiu-jitsu plus fort ou un degré de lutte plus fort ou plus de force, tu vois. Ça va vraiment juste te réparer plus rapidement, quoi. Ah bah, c'est marrant parce que pour en avoir discuté avec certains des anciens invités ou qui étaient soit des athlètes de sport de combat ou des thérapeutes ou des préparateurs physiques, euh, c'était les questions que je posais un peu. C'est dans le MMA finalement dans les sports de combat, c'est quoi les produits dopants qui sont choisis, sachant que comme tu le dis, le but c'est pas d'être musclé, c'est pas d'être fort. Enfin forcément il y a un transfert qui se fait. Toi dans ton cas, bon ben voilà. Donc toi, tu penses aujourd'hui, dans la majorité des combattants, les produits qui sont utilisés, ça va être des produits surtout pour la récup, l'anti-blessure, toutes ces choses-là. Je pense que ouais, pour moi, ces choses-là sont importantes, même si peut-être dans certaines organes sont pas autorisées, ça je sais pas encore. Maintenant, après, il y a des gens, tu sais, dans le milieu du MMA qui prennent des produits tout autant qu'un bodybuilder ou autre. Maintenant, si on devait vraiment autoriser certains produits qui, pour moi, serviraient vraiment, c'est tout ce qui est pour cardio, je pense. Et Ouais, pour, tu penses à quoi? C'est quoi les noms ou bah, à quoi tu... par exemple, le Cardarine ou le PO, par exemple, c'est des choses qui vont vraiment te faire avoir un gros cardio. Mais après, ça D'accord, t'enlève ouais. rien la charge de travail à faire à l'entraînement, bien sûr. C'est pas parce que tu vas prendre ça que tu vas faire un Paris-Roubaix en vélo, tu vois. Faut que tu t'entraînes en conséquence. Les produits, c'est vraiment très minime. On pense que c'est miracle, mais ça reste quand même minime. Faut vraiment bosser dur pour que ça soit utile. Donc, je pense que les trucs pour le cardio et pour la force, tu vois, il y a des trucs pour la force qui te font pas prendre en masse musculaire. Je pense que ces choses-là peuvent servir. Après, comme je t'ai dit, j'ai voyagé un peu partout dans le monde pour la boxe. J'ai parlé avec des boxeurs. Il y en a, ils se chargent comme un bodybuilder va se charger. C'est vraiment,
c'est à la personne, si c'est leur choix personnel. Maintenant, UFC, Bellator, PFL, bien sûr, tu as des contrôles très pointueux, donc il y aura rien de tout ça. Mais après, il y a d'autres organes qui sont pas regardantes et à qui ça ne leur pose pas problème, tu vois. Et est-ce que tu penses qu'il faudrait que ça soit légalisé? Enfin, pas légalisé. Bah si, légalisé d'ailleurs. Enfin, toléré. Parce que bon, je reviens sur l'exemple du bodybuilding, mais c'est interdit, sauf que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Quand t'es en compétition, il y a un truc, il n'y en a pas un seul, surtout les compétitions professionnelles, tu vois, il n'y en a pas un seul qui n'utilise pas de produits dopants, voilà, qui vise à augmenter la masse musculaire. Est-ce que selon toi, ça va se diriger vers ça pour le MMA, pour les sports de combat? C'est-à-dire la même secret de polichinelle, parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y en a beaucoup qui cachent leur utilisation de produits, qu'il y a une espèce de truc. Non, le MMA, c'est, 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 euh, c'est l'élite. Il y a pas besoin de ça. Ngannou, il prend rien. Ouais, J'en sais rien. C'est ce qu'on entend souvent. là-dessus, je te rejoins. Il y a beaucoup de combattants qui se cachent, qui ont peut-être un peu honte ou je sais pas, tu vois. Maintenant, les contrôles comme ils sont faits là, je trouve que ils sont très bien. Maintenant, je pense que sur certaines choses, ils devraient être plus pointueux, tu vois. Comme sur des choses axées plus pour les blessures, la récupération post-combat ou des choses comme ça, qui vont pas impacter, tu sais, sur ton physique en lui-même, tu sais, sur ta force, sur ton énergie, ou sur ton, ça va juste te donner. Ces choses-là, je pense que ils devraient se pencher là-dessus pour dire de tolérer ça. Maintenant, c'est sûr que quand tu es un combattant qui prend rien, qui est nati et qui se tape un gars chargé, même si les produits, c'est pas miracle, tu auras toujours un pourcentage de risque, tu vois. Avec les produits, tu auras toujours un petit pourcentage de force ou d'agressivité qui fera que. Donc, je pense Ah oui. que comme ils sont là, les contrôles, c'est très bien. Les sanctions aussi. Maintenant, je pense qu'ils devraient être plus pointilleux sur certaines choses. Ok. Et alors, ton avis sur McGregor? Ouais, bah pour moi, il y a pris. Après, je pense qu'à son stade, en vrai, je pense que quand tu brasses autant d'argent, même s'il se dit ouais, je vais recombattre, qu'il prenne cet argent ou pas de combat, ça lui fera rien. Ça fait, il s'en fout d'être pris, je pense, pour dopage ou pas dopage. Et encore là, l'USADA, ils attendent. Je crois qu'ils devaient le contrôler avant qu'il rentre dans le roster, pour recombattre tout ça. Mais ouais, pour moi, il a pris. Tu le vois que musculairement. Après, je veux bien que génétiquement, il soit peut-être avec des prédispositions qui sont très bonnes, mais avec son mode de vie, tout ça, dans tous les cas, si c'est pas les stéroïdes qui auraient été pris le contrôle, c'est autre chose. Hmm. J'ai vu son documentaire il y a pas si longtemps qui était sur Netflix, là, McGregor Forever, qui est intéressant parce que je sais pas si tu as eu l'occasion de le regarder. J'ai vu des extraits, ouais, j'ai vu des petits morceaux. Quand je travaillais, je regardais un petit peu. C'est pas mal parce que ça se concentre. Tu sais, on connaît beaucoup de choses sur McGregor lorsqu'il a pété des câbles, lorsqu'il fait le show, etc. Alors ça en parle dedans, tu vois, mais on voit vraiment plutôt le côté lutte. Enfin, lutte, pas le sport, mais Ouais, ouais. la lutte personnelle, tu vois, qui fait, c'est un peu les coulisses. Donc c'est plutôt intéressant et voir son changement de mindset aussi entre la période où il avait une gueule énorme et celle où il a commencé un petit peu à être à faire un peu moins le mariole et voir un peu comment il se prépare, comment ça se passe. Effectivement, il a plus rien à prouver en tant que financier, en tant que quoi que ce soit, mais il a cette passion du combat. Alors je sais pas où c'est que ça le mènera. Et puis je pense que le documentaire s'arrête, si je me souviens bien, en termes de période de temps, avant qu'il décide, avant qu'il se pète la cheville, hein. Avant qu'il se fasse une fracture, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Après, on peut pas lui retirer c'est un athlète hors norme qui restera dans l'histoire du MMA. Après, il vient de loin, faut pas l'oublier. Tu vois, Mhm. donc je pense qu'arrive un moment où tu connais des galères, où tu galères à t'acheter des packs d'eau et que tu arrives à ce mode de vie-là, je pense que tu as juste envie de profiter de la vie. Alors oui, je pense qu'il est toujours passionné par son sport, mais les enjeux sont tout autres. Tu vois, à l'heure actuelle, je pense pas qu'il va viser une ceinture à l'UFC ou autre. S'il combat, c'est pour son kiff, c'est pour la hype, c'est pour continuer à faire parler de lui. Maintenant, je pense que c'est, ses attentions seront différentes, tu vois. Il a déjà connu il a pris des ceintures à l'UFC, il peut rien avoir de plus, là, je pense, tu vois.
Donc toi aujourd'hui, tu me disais, donc tu utilises plus de stéroïdes anabolisants. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça, uniquement des produits qui vont te permettre d'améliorer ta récupération et ton cardio aussi. Bah, cardio, je peux pas vu que c'est dans les dopants, donc c'est que tout ce qui est peptides pour me soigner plus vite. Et encore, t'as vu, si, comme je te disais tout à l'heure, si je signe à l'UFC, Bellator, PFL, je dois être très regardant là-dessus, parce que si eux considèrent que c'est dopant, bah, quand je me blesse, je dois refaire ça et avoir une plus longue convalescence. D'accord. Donc si je comprends, il y a une espèce de flou artistique là sur ce type de produit, non? Bah, c'est pas encore, comment dire, très connu. Donc, c'est vrai qu'ils mettent limite tout dans le même sac et ils se cassent pas la tête. C'est pour ça que je t'ai dit, pour certains trucs, c'est bien d'être pointueux. Hmm. Après, c'est compliqué, c'est des recherches, mais je sais qu'en France, ils sont extrêmement stricts. Il y a certains médicaments antidouleurs que tu vas prendre du tramadol, ils vont le voir dans tes urines, ce sera dans les dopants. Tu auras eu une injection de morphine ou une prise de morphine parce que tu étais malade, bah, ce sera dans les dopants. Enfin, ils sont très, très, très pointus. Tu vois. Ok. Et alors toi, comment tu t'es renseigné sur ça ou est-ce que t'es suivi médicalement Bah, moi, je suis comment tu déjà fais en fait quelqu'un pour savoir ce que tu prends? qui s'y connaît extrêmement bien dans le milieu des produits de manière générale. Tu vois, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc, je me suis beaucoup documenté, tout ça. Et Mhm. après, bien sûr, j'ai des gens compétents qui me suivent en plus de mes connaissances. Donc, je suis très bien suivi et je fais très attention à ça. Tu vois, c'est très important pour moi les bilans, les prises de sang, ceci, cela. Je fais très attention à ça parce que si je prends un contrôle inopiné chez moi et que il y a un truc qui va pas, j'en sais rien, je vais me prendre une suspension, tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes. Et alors, t'as commencé la première fois que t'as utilisé des produits dopants, tu te souviens? Je vais même poser cette question des fois. Ouais, je me rappelle, je stagnais à l'époque dans les 103, 104, et c'était pour m'aider à passer un cap. Et après, ouais, c'est ça, je me faisais 2 cures par an. Les gens comprendront comme je dirais la nature. Je faisais 2 cures par an. Ok. Et alors, ça t'a fait Et progresser bien? Ça t'a boosté? ouais, après, moi, mais dis-toi, mes plus grosses barres, je les ai faites hors cure. Tu vois, par exemple, quand j'étais dans mes périodes de TRT où je prenais pas de produits, je laissais juste mon taux de testostérone, bah, normal, tu vois, comme une personne normale. C'est là que j'ai fait mes plus grosses barres. Après, quand je prenais mes petites cures, c'était plus vraiment, ça jouait un peu plus sur mon aspect physique, mais c'est vrai que sur mes performances, avec ou sans produit, je garde toujours le même débit d'entraînement. Donc après, la performance arrive, hein. Comme je te disais, les produits, c'est pas non plus miracle, ça joue, mais c'est pas miracle. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu prends vraiment plus rien du tout ou alors t'as une certaine forme de TRT? Ils m'ont mis en TRT le spécialiste qui s'en occupe. Ok. Est-ce qu'il y a une raison J'en pour ça? parle, c'est intéressant parce que ouais, bah, une raison non. Ouais, non, en fait, si tu veux, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis particuliers, moi j'en ai jamais eu, j'ai eu un enfant, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ils préfèrent que je garde mon taux stable jusqu'encore à la fin d'année. On a déjà fait des tests de plusieurs mois, on a fait des prises de sang, tout va bien. Il n'y a pas de rechute de testo, chose qui pourra arriver, hein, tu vois. Après, ça fait partie des risques, même si j'ai jamais été quelqu'un de très abusif là-dessus. Donc là, il me fait en sorte de garder un taux d'une personne normale, tu vois. Là, si je prends un contrôle, j'ai rien du tout, tu vois. C'est un médecin, c'est un endocrinologue, ou je sais plus dire le nom. Ouais, Endocrinologue, oui. voilà, c'est ça. Donc c'est quelqu'un de compétent et qui c'est son boulot surtout, tu vois. Donc j'ai pas de souci là-dessus, tu vois. Ok, Juste ça veut dire que euh, en fait, les contrôles antidopage, lorsqu'ils testent par exemple certaines substances stéroïdiennes, en fait, ils vont surtout regarder ton niveau de testostérone s'il dépasse pas une c'est ça, certaine, un par certain par taux. prise, tu vois. Après, quand admettons t'es en TRT, tu leur expliques, tu justifies par le papier, ça va, mais si ton taux dépasse, bah, tu vas être dedans. Après, il faut savoir que dans les urines, ils vont tout voir, là. Ils peuvent Bah voir oui. tout ce que tu as pris au bout d'un an, même un an passé, ils vont le retrouver, tu vois.
Ok, ça veut dire que si toi t'as pas une prescription, bon en même temps une TRT c'est par prescription médicale, mais si t'as pas une prescription médicale, si t'as pas une justification par le Voilà, médecin, si t'as pas de ils vont justification retrouver, médicale, ouais, exactement. ils vont retrouver dans les urines, ben je sais pas moi de la testostérone ou j'en sais rien, quelque chose qui est exogène, ils vont le voir. Et si t'es pas capable de justifier et qu'avec les taux, si c'est au-dessus d'un certain niveau, ça va être niqué. Par contre, si tu es dans les niveaux et que tu justifies, ils vont tolérer ou enfin ils vont accepter. Ça fait partie des choses donc c'est ok euh, d'avoir des produits Si dans les c'est de urines. l'ordre médical et que ça te dépasse pas le taux normal, tu vois, parce que ben, il y a des gens sans même prendre de produits, ils sont obligés de rester en TRT, tu vois. Moi, en soi, en plus à mon âge, j'en ai pas spécialement besoin. C'est juste que comme je suis sportif, il a préféré assurer le coup comme il fait avec beaucoup d'autres sportifs, tu vois. Mais en soit, moi, à l'heure actuelle, j'ai pas de problème. Tu vois, j'ai jamais eu de soucis après cure ou autre. Donc, c'est juste lors du médical, il veut que ce soit comme ça. Et après, quand je pourrais l'arrêter, je l'arrêterai. Tu vois. Est-ce que ça pourrait pas représenter pour certains une certaine forme entre guillemets de tricherie, sachant que le taux de testostérone normal, c'est pas un chiffre, c'est une fourchette. Il y a la fourchette haute, la fourchette basse. Il faut pas que tu dépasses la partie haute pour que tu sois pas considéré comme en état euh, de dopage. Euh, donc en fait, ça veut dire que toi, tu vas flirter avec la partie haute dans la TRT. L'objectif, c'est te mettre une motesto, mais te la mettre quand même à un Ah, niveau en fait, si tu veux, qui va tutoyer. moi, c'est en microdosage, c'est-à-dire que je vais jamais exploser les taux. Je vais rester dans un pourcentage que d'une personne normale. En fait, je vais même rester dans mes pourcentages quand je prends pas quand les tests que j'ai fait quand j'étais pas en TRT, tu vois. Je reste toujours dans ce taux-là et il y a pas de plus ou de moins de quand je prenais pas, tu vois. C'est Hmm. vraiment pour dire de stabiliser au cas où il y a une rechute par moment, chose que je n'ai pas encore eu, Dieu merci. Et c'est pourquoi que d'ici fin d'année, j'aurais pu nécessiter de l'utiliser, tu vois. Mais je pète pas le compteur, si tu vois ce que je veux dire. Je reste toujours dans des taux. Il y en a, ils vont être au-dessus de moi, d'autres en dessous. Je reste dans la norme des hommes de base, tu vois. Ok, et alors est-ce que tu vas sentir une différence quand tu es sur cette TRT ton pas ton comportement, mais le fait d'être plus agressif en combat non, pas Non, moi je te nécessairement. dis, j'ai fait plusieurs combats sans rien dans le sang, tu vois, pour parler franchement. Mhm. Ça changerait, moi, c'est ce que c'est un truc que j'ai depuis tout petit, cette agressivité, ce mental, cette combativité, tu vois. Donc j'ai pas besoin de produit quelconque pour me changer l'esprit ou pour m'activer quelque chose dans le corps, tu vois. Ok, et alors pour quelle raison principale la TRT est mise en place si En fait, si tu veux, apparemment t'es bien? quand tu prends des stéroïdes, les effets secondaires ne viennent pas un mois après ou 2 mois après, ça vient 3, 4 ans après. Moi, mes dernières prises datent d'il y a plusieurs années de quand je faisais mes cures. Donc maintenant, faut assurer entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le contre-coup, même si c'est des choses vraiment très minimes que je prenais et que quand j'explique aux spécialistes et même à un préparateur, ils m'ont dit que j'aurais jamais de soucis. Mais c'est vraiment pour assurer le coup, tu vois. C'est simplement pour s'assurer qu'il y aura pas de rechute. Quand je fais mes gros régimes, des fois, bah, forcément, les taux ils descendent. Ça peut rechuter d'un coup et ça remonte plus. Donc, on s'assure de ça au maximum pour cette année. Comme ça, au moins, j'ai l'esprit tranquille pour signer dans une orga où les contrôles sont encore plus pointilleux, tu vois. Ok. Et justement, en termes de régime, comment tu le gères, toi, le cutting? Donc, le cutting, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de perdre beaucoup de poids la veille de la pesée, en tout cas pour entrer dans la catégorie. Et ça demande de perdre de l'eau, ça demande de perdre pas mal de choses. Et on le voit justement dans le reportage, enfin dans la série Netflix avec McGregor que, enfin, c'est assez chaud. Est-ce que pour toi, ça a été comme ça aussi ou? Moi, en fait, j'ai un poids qui avoisine depuis quelques années, tu vois, les 130 kilos. Nous, la caté poids lourd, c'est 120 max. Donc, en soit, je perds toujours les 10 kilos. Mais Mhm. sur les derniers échéances, c'est vrai que le poids, il galère à descendre. Et j'ai dû me faire quelques choses. Honnêtement, je l'ai senti que ça allait pas du tout. Je le ressentais que j'étais pas bien, dont bah, le dernier combat que j'avais fait quand j'ai pété mon biceps. Donc, à partir de là, j'ai vu avec mon diététicien, nutritionniste qui s'occupe de moi, Quentin, pour qu'en fait on se trouve un poids hors saison pas trop élevé, mais que on sache, par exemple, au dernier combat, j'étais pesé à 116 kilos.
Donc, en gros, j'avais perdu 15 kilos, mais je les ai fait progressifs. Tu sais, depuis décembre, je suis en régime. Comme ça, moi, j'ai pas de coup dur pendant l'entraînement. Et après la pesée, il me donne la bonne liste de recharge à faire. Et après, du lendemain, j'étais à 119, 120, tu vois. Et je me sentais très bien. Et après, c'est sûr, c'est pas évident de rester à la diète à l'année, mais pour mon cas, moi, ça joue énormément sur mes performances sportives quand je mange très bien. Donc, Hmm. je continuerai à rester là-dessus, tu vois. Ça avait été le cas d'un de tes adversaires aussi il y a quelque temps, non? C'était peut-être pas un MMA, je me souviens plus, qui était pas au poids quelques jours avant la pesée et qui avait annulé. Que c'était le C'est ça. statut du pichon qui En descendrait fait, pas. c'était mon premier combat en bare knuckle que je devais faire en Serbie pour une ceinture. Hmm. Le mec est arrivé, malgré les bains chauds et le sauna, il est arrivé avec 7,7 kg en trop. Putain, bah là, mec, à Donc, part se couper une jambe. ouais, bah, c'était clairement pas possible. En soi, je vais pas te mentir, le combat, je l'aurais pris. Mais c'est cette semaine-là où j'ai dû faire le poids et tout, j'ai eu une infection des poumons avec, bah, depuis que j'ai fait les vaccins, j'ai eu pas mal d'infections des poumons, les vaccins Covid, là. Et j'en ai vraiment chié de ouf sur cette semaine pour perdre le poids. J'ai tenu le coup, je suis parti, j'ai pris l'avion, j'avais encore un peu de fièvre due à cette infection. J'ai vraiment lutté pour faire le poids parce que je reste professionnel. Et quand le mec arrive avec 7,7 kg en trop et qu'il se dit, bah, c'est comme ça et puis c'est tout. Bah non, c'est pas comme ça, hein. Donc moi, j'ai validé mon poids à la pesée, ceci, cela. Donc j'ai été pesé, j'ai été payé, bien sûr. Et lui, non, mais je pense que ça fait partie de son boulot de faire le poids. C'est Hmm. les choses de base. Hmm. C'est quoi le plus dur pour toi dans les sports de combat, de Le manière plus générale? dur, Ouais, c'est, ou le plus difficile? le plus dur, moi, c'est ma gestion de stress d'avant combat. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui est mordu du travail, donc les entraînements durs, tout ça, ça me dérange pas, j'adore ça. Donc ça, c'est pas un problème. Mais moi, c'est ma gestion de stress et on va dire, d'agressivité pendant le combat qui sont les plus durs. Pour ça, j'ai un préparateur mental qui m'aide beaucoup et qui fait changer les choses au fur et à mesure de chaque combat. Mais ouais, je pense que c'est la gestion du stress. Ouais, mais ce stress, c'est quoi? C'est la peur du combat, la peur de pas arriver au Non, non, poids? non. Moi, mettre les coups, tout ça, ça me dérange pas. C'est plus le stress de mal faire quelque chose. Je suis quelqu'un de très pointu sur ce que je fais, soit quand je m'entraîne et autres. Donc je me mets beaucoup de, comment dire, je me fixe beaucoup de règles que j'ai envie de Mhm. respecter et que, tu sais, je suis exigeant avec moi-même. C'est-à-dire que je m'exige beaucoup de choses et ça me met une pression particulière. Et c'est vrai que c'est ce stress-là. Mais je gère déjà beaucoup mieux qu'avant. Mais ça fait en partie, on en parlait tout à l'heure, du fait que je voulais faire encore un ou deux combats en plus avant de rentrer dans une top orga. C'est aussi pour savoir gérer au maximum ce stress, tu vois. Ok. Et en termes de blessures, donc on en a parlé un petit peu au début, mais donc fracture de l'œil du nez, tu t'es déchiré le quadriceps, tu t'es déchiré le biceps. Qu'est-ce que tu as eu d'autre comme Euh, coup, comme blessure? l'ischio, il a pété. Mon adducteur, il a pété en plein combat. J'ai eu un tassement de vertèbres. Comment t'as Ta, fait ta, ça, ta. le tassement de vertèbre? Ça a été à l'entraînement et je me suis levé un matin où bah, mes jambes, elles bougeaient plus. Et en fait, moi, j'ai une hernie discale dans le bas du dos. Elle était un peu ressortie. Mes vertèbres, elles sont tassées. Ça a comprimé les ranibes. Donc, c'était juste vraiment horrible. C'était invivable. Je crois que c'était mes pires douleurs niveau blessure. Ça a été très compliqué. Ouais, attends, Euh, c'est quoi? Double sciatique? Douleur dans les jambes? j'ai le nerf sciatique qui a été compressé, l'hernie qui est ressorti qui a été compressée et les vertèbres qui sont tassées. Donc, j'ai eu la totale. Je me suis retrouvé penché comme ça. Grosse inflammation. Je savais pas marcher pendant 5 jours. Même un peu plus, je pense, on était parti sur même du 8, 9 jours, je savais pas marcher. On devait me porter pour aller au kiné, donc c'était l'horreur. Ah ouais, et t'avais fait ça, c'était, tu me dis, sur un combat, sur un entraînement, enfin je veux dire, c'est quand tu Ça, t'es levé un matin. c'était, en fait, ouais, mais en fait, je le comprends avec le temps, c'est que le sommeil, déjà, il va t'esquiver la moitié de tes blessures et le surentraînement. Moi, comme je te disais, je suis quelqu'un, je m'entraîne beaucoup et même trop, et je le sais. Et j'ai par moments un très mauvais sommeil et les deux accumulés, ça m'a flingué.
Hmm. T'as déjà pris un KO ou pas? Oui, si, je crois que t'en as pris. Non, même pas. J'avais. KO, non, non. J'ai 3 défaites, c'est 3 blessures. D'accord, ok. Donc t'as jamais eu, même en entraînement, en sparring, t'as jamais eu Non, l'occasion, même non, un pour petit KO, l'instant, pas Dieu forcément merci. les lumières qui s'éteignent, mais. Non, non, mais que ce soit visage ou corps, j'ai jamais pris de KO pour l'instant. Ok. Est-ce que tu penses que tu vas en prendre un? Ou est-ce que tu te dis que ça n'arrivera pas? Bah, le risque zéro n'arrive jamais. Maintenant, Question con, je sais, mais. et moi, je suis quelqu'un qui a pas peur de prendre des coups, donc bah forcément, si j'ai pas peur de prendre des coups, j'en prends. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va me couper la lumière, mais j'y pense pas, tu vois. Moi, je fais mon fight. J'ai une certaine résistance à tenir les coups, c'est vrai, mais après, le risque zéro, il l'a pas, tu vois. Un jour, le cerveau, il va dire, bah, je vais m'éteindre, et puis c'est tout, tu vois. Donc, Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que t'es pas à l'abri. En plus, t'es dans ce sport-là. Tu te l'es déjà imaginé? Est-ce que tu te l'es visualisé, le vivre à un moment donné, ou pas? bah, c'est vrai que des fois, ça me traverse l'esprit, tu vois. Je me dis, parce que quand je pars beaucoup en bagarre, je sais que je peux me faire contrer méchamment. Maintenant, je me dis que ça fait partie des risques du métier et je vais la tête en avant et puis c'est tout. Après, je dois me faire contrer, je me fais contrer, c'est que c'était écrit comme ça et que voilà, c'est écrit, bah, que je dois le manger, je le mangerai, mais après, je ferai en sorte de pas le prendre. Mais bon, quand ça arrive, généralement, tu sais jamais que ça arrive, tu vois. Ça arrive de nulle part et tu te retrouves 5 minutes après sur la civière. Vous en discutez un peu entre collègues, entre sportifs quand vous entraînez en salle. Est-ce que vous parlez de ça, des KO, l'expérimentation des KO de l'autre ou spécifiquement des KO parce que j'imagine que les blessures on en parle, mais parce qu'il y a le KO il y a un petit côté j'imagine pas honteux mais Bah, c'est c'est, jamais très on est jamais fier de cette fait ouais, d'une après, c'est éliminer. vrai qu'on en discute parce que, bah, pour certains du club, par exemple, pour nous, il y en a qui ont jamais pris de KO ou même de petits downs, tu sais, des fois se faire flasher, tu vois, sur un coup. Mhm. Donc, c'est vrai que ça attise beaucoup de curiosité. Maintenant, c'est vrai que c'est jamais des épreuves faciles pour les gars du club qui les prennent et surtout pour nous, tu vois, parce on est vraiment une famille au club. Donc, quand un gars se prend un KO, c'est tout autant douloureux pour nous. Donc, on essaye de comprendre et on essaye de travailler de façon à ce que ça n'arrive plus, tu vois. Hmm. T'as eu pas mal de blessures finalement, tu vois. Je veux dire, toi, tu vas au charbon. Comment tu anticipes tout ça dans le futur? Est-ce que tu penses que c'est des choses qui vont te revenir, qui vont te hanter peut-être à la fin d'une carrière? Est-ce que tu te dis justement que tu vas essayer de pas faire durer ta carrière trop tard, jusqu'à trop tard, pour éviter d'être trop cassé à la fin? Comment tu le visualises ça? Bah, c'est vrai que de base, moi, je prenais un peu mes blessures à la légère, mais sur le long terme, j'ai été beaucoup plus assidu là-dessus et je prends extrêmement soin de mon corps et de mes bobos maintenant à l'heure actuelle. Donc, je sais que les 3 quarts de mes blessures ne vont pas revenir, ça c'est une certitude. Maintenant, je pense que les seuls soucis que j'aurai plus tard, ce sera pour mon dos. Déjà de Hmm. base, j'ai toujours eu des soucis de dos étant jeune. Et je pense que c'est ça ce qui me fait tenir là à l'heure actuelle, comme disaient les spécialistes, c'est comme j'ai eu, c'est autour de ces parties-là, ces vertèbres, ces forts musclés, ça compense un peu, tu vois. Mais je sais que sur le long terme, je vais devoir me pencher, quand je serai plus vieux, bien sûr, hein, quand j'aurai fini ma carrière. Je pense que c'est mon dos qui me peinera le plus. Hmm. Et en termes de violence, disons de brutalité, si tu compares le K1, le MMA, le Bark Knuckle, qu'est-ce qui est le plus dur, qu'est-ce qui est le plus violent, qu'est-ce qui est le plus brutal finalement? Dans ce que j'ai fait, le K1, Hmm. c'est dur parce que déjà, moi, je suis quelqu'un qui aime bien saisir, lutter. Et en fait, le K1, il y a énormément de débit, tu vois. On se dit que les rounds, c'est 3 fois 3 minutes, ça passe vite, mais c'est long. C'est énormément de débit, de déplacement. Ça martèle Donc, quoi. ouais, ça crame énormément cardio. Alors, le MMA, ce qu'il y a de bien, c'est que forcément, comme je te disais, il y a la lutte, donc je peux stabiliser, coller pour avoir mes phases de récup. Et après, le bare knuckle, en fait, quand je combats en bare knuckle, je me dis juste que je vais faire monter ta tête avec quelqu'un, et puis c'est tout, tu vois. On y va, on est dans une petite zone. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Donc, tu vas, tu te chiffonnes jusqu'à temps que le petit tombe. Moi, je prends vraiment comme ça. J'ai mon tête à tête à faire et je rentre à la maison, quoi. Hmm. Tu penses qu'il y a plus de chances de se blesser en Bark Knuckle qu'en MMA?
Dû au fait Bah, que je tu es pense que beaucoup plus exposé, justement. ouais, les séquelles au niveau du visage peuvent être plus importantes. Maintenant, moi, je pense, moi, si je me trompe pas, j'ai eu un combat où j'ai pris un choc frontal dans l'arcade, ça a saigné, et une droite, ça a saigné. Et là, par exemple, le dernier combat que j'ai fait en bare knuckle, sur une phase de clinch, le doigt est rentré dans mon œil. Donc, le combat a été stoppé. Pas ouf. Mais après, l'arbitrage est bon et pas bon. Tu vois, par exemple, le dernier combat, le mec, il me met le doigt dans l'œil, je pense pas volontairement. Ils arrêtent le combat, ils lui donnent la victoire à lui. Tu vois, c'est des choses qui sont pas très logiques. Maintenant, moi, ça reste la priorité au MMA, tu vois. Donc, le MMA, j'essaie d'être le plus performant possible et prendre le moins de coups. Parce que, bah, t'en prends partout des coups, là, forcément, en MMA. Donc, il y a des endroits que la Hmm. convalescence est un peu plus longue, quoi. Et quand j'en discutais avec Steven Homme, justement, puisque lui, il est quand même il est assez performant dans le Bark Knuckle aussi, hein, il est hyper bon. Il a fait jusque-là deux combats, je crois, hein, les deux combats qu'il a fait, puis il a gagné assez facilement, entre guillemets. Comme il disait, il est ressorti comme il est rentré, il était neuf, C'est ça. il était tout neuf. Parce qu'en fait, dans le Bark Knuckle, étant donné que tu es à point nu, tu as beaucoup moins t'as beaucoup moins droit à l'erreur. Je veux dire, si t'en prends une, ça te touche directement. Et toi, est-ce que par rapport à ça, donc tu dois changer de stratégie de combat par rapport au MMA où tu as des mitaines, ou même à la boxe anglaise où tu as des gros gants. Est-ce que justement il faut miser, toi tu mises un peu plus dans euh, les esquives, est-ce qu'il faut plus se jauger? Est-ce que tu sens une vraie différence toi dans la façon dont tu appréhendes le combat? Bah, moi, ce que je sais, c'est que pour ce qui est du MMA et le bare knuckle, ce qui m'a toujours été bénéfique, c'est tu vois, je suis un lourd, mais j'ai mes phases d'explosivité, tu vois. Donc, sur les deux disciplines, sur mes phases d'explosivité, j'ai toujours su faire la différence. Maintenant, je te cache pas que si je dois prendre des coups en bare knuckle, ça me dérange pas plus que ça, comme en MMA, tu vois. Des coups, je vais en prendre et je vais continuer à en prendre. Donc, si je dois en prendre pour en remettre plus et finir le combat, genre, ça me dérange pas du tout, tu vois. Maintenant, en K1, Mais tu fais quand même attention d'en prendre moins en bark knuckle ou pas nécessairement? pas nécessairement. Moi, quand j'y vais, comme je te disais, je fais mon tête-à-tête, donc je vais peut-être prendre deux, trois coups, mais celui que je veux lui mettre, je sais que ça va le couper en deux, tu vois. Moi, quand je le tape, je sais que j'envoie tout ce que j'ai. Donc, je sais que sur les cinq coups, automatiquement, il y en a trois qui vont toucher et ça va le mettre mal. Je, j'ai une façon de faire qui est que je le cadre dans une zone où il pourra pas trop bouger. Donc, quasi tous mes coups passeront. En plus, on n'a pas de gants, donc même si je lui tape dans ses mains, ça va quand même résonner dans sa tête Hmm. et ça va lui allumer les mains aussi. Donc, voilà, après, s'il peut se casser la main sur mon front ou moi je lui casse sa main en frappant dessus, tu vois. Donc, tu fais du dégât, c'est principal en barnacle. Et MMA, c'est différent parce que bah, des coups, tu en prends partout. Euh, les rounds, c'est 5 minutes, donc forcément, dès que tu prends un coup et tu reprends d'autres coups dessus, l'entaille, elle se, comme à mon premier combat, t'as vu, j'ai eu toute l'arcade ouverte, il m'a arrêté à cause de ça. J'ai pris deux, trois jabs dessus, un peu trop, et ça a ouvert vraiment toute l'arcade et la peau, elle pendait, tu vois. Donc, c'est du cas par cas, mais c'est vrai que sur des rounds de 5 minutes, c'est mieux de pas trop en prendre non plus. Parce que l'arbitre, il va arrêter, s'il y a trop de sang. Ouais. Ouais. Elles ressemblent à quoi tes mains là? Bah, mes mains, ça va, là, elles sont bien grosses, tu vois, elles sont bien tatouées, mais j'ai pas mal de cicatrices dessus. Ouais. Ok. 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 Ouais. Et en K1 alors, donc oui, non, c'est ça. Alors, je voulais faire le rapprochement avec, parce que je pense à Cyril Diabaté aussi, qui est un grand champion de Muay Thai, alors pas de K1. Toi, t'as fait du Muay Thai, t'as expérimenté, t'as pu voir un peu la différence entre K1, Muay Thai en termes de cardio ou en termes d'impact, de violence d'impact. Alors, les combats en Muay Thai, j'en ai peut-être fait quand j'étais petit. Maintenant, le combat de haut niveau, enfin, en professionnel, c'est en pied-point, en K1. Hmm. Maintenant, à choisir, je te mens pas que je préférais faire en boxe Thai qu'en K1. En boxe Thai, t'as les clinches, t'as les côtes, ça se rapproche un peu plus du MMA. Donc, si je devais D'accord. choisir entre les deux, je pense que je choisirais plus boxe Thai. Même si j'ai jamais combattu en boxe Thai, hein. Mais je sais qu'avec des phases de clinch, tout ça, ce serait un peu plus T'as le temps de te simple pour reposer, moi, entre tu guillemets. vois. Ouais, c'est ça, exactement. Et sur les Oui, phases parce de que corps à corps, c'est ce que je préfère.
Eh ben, t'es lourd, t'es grand, donc tu dois avoir une sacrée puissance aussi. Et puis ce physique aussi te demande pas mal de. Enfin, il consomme de l'énergie, donc en K1, ok. C'est impressionnant. Comment tu Est-ce que tu travailles, tu travailles ta force, tu travailles ton, ta force de percussion spécifiquement? Étant donné que bah déjà c'est un peu ta façon de, enfin tu fais de la lutte, mais tu dis que t'aimes bien bastonner, tu vois, dans la vidéo avec Grégama tu disais moi la bagarre c'est mon truc, c'est la façon j'aime bien ça, tu vois, la bagarre. Est-ce que du coup tu la travailles particulièrement sur cette force d'impact? Ouais, en fait, moi, tout se passe dans ma prépa physique, tu vois. J'ai des modules bien précis que je fais, que je ne rate jamais d'ailleurs, tu vois, je dois avoir des modules pour mon explosivité, pour mon endurance musculaire, pour des phases où je vais être en dessous, et que le mec il sera au-dessus. En fait, chaque fois que je fais une prépa, je me dis que le mouvement que je dois faire, il va m'être bénéfique ou il va ressembler à un mouvement que je peux faire en combat, tu vois. Sur un tirage, sur un soulevé, sur un poussé, sur une force de frappe, tu vois. Et Hmm. j'adapte vraiment tout à ça à ma prépa avec des mouvements bien spécifiques et des modules de cardio aussi dedans, tu vois. Mais je le Ok, travaille tout le ok, temps. ok. Transfert, toujours transfert, que ça se fasse dans ton. Ouais. Comment tu fais pour essayer de prévenir un maximum de ces blessures, là, notamment le dos? Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques que tu fais avec ton kiné, des renforcements des Ouais, érecteurs du ouais, ouais. rachis, Bah, ouais, des étirements, des choses comme ça? j'ai trois rendez-vous à chaque fois dans la semaine avec le kiné où il s'occupe de mon dos, des petits bobos à gauche à droite. Et j'ai beaucoup de mouvements, un peu comme si que j'étais un vieux pour dire de retravailler un peu mon bas du dos. Parce qu'admettons, là, à l'heure actuelle, je vais soulever quelque chose, enfin, je vais faire un soulevé de terre à 100 kilos, pas bien chauffé ou pas avec une ceinture ou je sais pas. Je sais que l'hernie, elle va ressortir direct. Je sais qu'il y a des moments que ça ne va pas aller. Donc, je sais m'adapter à ça sur mes modules de travail, mais le kiné m'oblige quand même à travailler pour garder une certaine souplesse à ce niveau-là, tu vois. Est-ce que t'étais un bagarreur quand t'étais plus jeune, donc est-ce que t'as toujours Non, kiffé ça, t'es moi, un en fait, sanguin ou pas? pendant longtemps, étant petit, même période du collège, je comprenais pas. Moi, j'étais élevé d'une façon où on n'était pas méchant avec les autres personnes. Et du coup, moi, je comprenais pas comment quelqu'un pouvait être méchant avec quelqu'un d'autre. Hmm. Et en fait, au collège, j'étais un peu comme ça. J'étais toujours un peu dans mon coin avec mes copains. J'ai jamais compris le pourquoi du comment embêter les gens. Une fois, on m'a embêté. Et c'est la première fois que j'ai frappé quelqu'un, c'était là. Et tu lui as éclaté Et la tête. Et là, tu t'es dit, c'est bon, j'ai un truc à faire. ouais, ouais, je l'ai envoyé le paquet dans le nez. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, on vit dans un monde, même pourtant ça remonte il y a plusieurs années, mais c'est là que je me suis dit que la société, c'était vraiment comme dans la jungle, tu vois. C'est les gens vont Hmm. toujours tester, à voir si t'es le plus fort. Et pourtant, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime se bagarrer de manière générale dans la rue, tu vois. Si je dois le faire, je le fais. J'ai aucun problème là-dessus. Mais si je peux m'éviter de devoir bagarrer, j'évite. Maintenant, comme je te disais, en 2023, il y a des gens, ils sont là, ils vont te regarder de travers, et ils vont te dire, ah, qu'est-ce que tu veux, je sais pas, tu vas être avec ta famille, il y a des choses tu peux pas laisser passer. Des fois, tu es obligé de mettre des corrections à des gens, malheureusement. Ils en ont Ça besoin doit eux pas aussi. ça doit pas t'arriver beaucoup à toi, à mon avis. Comme tu te Franchement, vois, si. sur le temps, j'ai remarqué qu'au plus tu étais gros et costaud, plus les gens, ils essaient de te tester, tu vois. Ouais. Ah ouais. Ah, ouais, ouais, Parce que tu vois, t'es gros, maintenant- t'es costaud, t'as les tatouages, t'as la barbe. Je veux dire, à un moment donné, il y a ouais, quand même mais pas mal après, de signaux, quoi, si tu veux. les gens se disent que c'est juste une image. Après, beaucoup, par exemple, ceux qui ne connaissent pas de la boxe, qui se disent, bah, il s'est frappé un minimum vu qu'il est boxeur, forcément. Ils se disent que je suis un cumé de muscu, ceci, cela. Donc, je sais pas que tous les cumés de muscu ne savent pas frapper, parce que j'ai des amis qui savent frapper, forcément, qui font de la muscu. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu cliché, mais Ouais, ouais. souvent, par exemple, quand tu vas dans les boîtes de nuit, il y a souvent des gars forts, gros, costauds comme ça, là, ils font les tendus, mais ils savent pas se bagarrer. Et souvent, les gens pensent que je suis ce genre de personne-là, alors que je suis une personne très gentille, très cool. Et bah, du coup, bah, après, t'es obligé de leur mettre une branlée, tu vois. C'est comme ça. Ouais. C'est- Et alors, ça t'est arrivé, ça t'est arrivé souvent? Ouais, bah, dans le cadre du travail, quand je travaillais en boîte de nuit, dans les bars, les trucs comme ça, bah, des fois, t'es obligé de sévir, malheureusement, tu vois. Les gens comprennent que comme ça, donc tu Hmm. fais ce qu'il y a à faire. T'as pas une anecdote d'un jour où on est venu te faire chier ou t'as remis quelqu'un à sa place? Ça fait toujours plaisir.
Ça fait toujours plaisir à tout le monde d'entendre ce genre de truc. Bah moi, de base, moi, je suis Monsieur Claque. Je sais que j'envoie que des claques. Et quand j'envoie le coup de poing, c'est que vraiment, il a dépassé les bornes, tu vois. Je sais que je suis quand même conscient que si je frappe quelqu'un de lambda qui a pas l'habitude de prendre des coups, il peut avoir des grosses séquelles. Mm. Maintenant, ouais, souvent c'est les claques et ça dort très facilement. Justement, tu vois, sur le rapport à la violence, je te recommande un épisode que j'ai enregistré il y a pas si longtemps avec Michael Ilouz, qui est pas encore sorti là, que tu pourras écouter dans les prochaines semaines, qui est hyper intéressant sur cette histoire de jungle, de comment on gère la violence. Est-ce qu'il faut savoir absolument se battre ou pas, et c'est vraiment intéressant, la délégation de sa sécurité à la police ou à soi-même, tu vois. Je sais pas si tu connais Michael Ilouz, mais c'est un mec top top. Son nom m'est familier, mais après, j'ai jamais regardé de podcast ou autre à son sujet. Ouais. Avec lui. Tu es un mec agressif Est-ce que tu penses que tu es obligé de nourrir une certaine agressivité face à ton adversaire en combat, je parle en combat professionnel pour le coup, pour vouloir gagner? T'es obligé de te dire que ce mec, enfin t'es obligé. Non, justement, euh, je te demande, est-ce que t'es obligé d'avoir de la haine envers ton adversaire? Moi, j'ai pas de haine. Maintenant, moi, je me conditionne quand je combats. Je me dis que cette personne, t'as vu, tu te fais des petits travaux mentaux. Tu dis que cette personne elle te dit certaines choses mes coachs me disent certaines choses qui font que je vais avoir l'état d'esprit où j'aurais juste envie de détruire. Après, j'ai jamais eu de souci particulier avec mes adversaires, mais déjà de base, dès que la cage elle se ferme, tu sais, c'est un peu comme quand c'était les gladiateurs. T'as vu, dès que ça se ferme, tu te chiffonnes jusqu'au bout. Et Mhm. après, il y a plein de choses qui me viennent en tête qui font que je peux pas décevoir ma famille, ma fille, mon club. Je représente quand même un pays. Enfin, il y a plein de choses qui font que je me dois d'être le meilleur de moi-même. Et si ça doit valoir que je dois être très méchant et violent envers cette personne, je vais l'être. Après, ça reste le cadre du sport, bien sûr, c'est rien de personnel. Mais bon, après, c'est sûr que quand tu dois envoyer des coups de coude à quelqu'un par terre, c'est pas quelqu'un de lambda qui va le faire, tu vois, je pense. Ok. Est-ce que quand t'es dans cette phase-là où par exemple t'amènes quelqu'un au sol, il va falloir que tu le frappes au sol. Est-ce que tu te retrouves dans une espèce de furie violente dans ta tête, euh, où Bah, c'est que ça en est, tu moi, veux absolument le dézinguer, enfin je veux dire, où il y a quand même une sorte de rationalité qui est toujours là ou pas? moi, j'ai ce souci-là que j'ai aussi en prépa physique et heureusement mes hommes de coin me connaissent. Je démarre assez rapidement et quand je suis dans un excès d'agressivité comme ça arrive que je monte fort dans les tours et que j'ai vraiment envie de le finir vite. Donc j'envoie des fois beaucoup de coups durs et qui peuvent me fatiguer. Donc c'est vrai que j'ai mon coin qui me tempère assez souvent pour que je garde ma jauge d'énergie et que je me tempère un peu. Mais après c'est vrai que moi dès que je démarre quelqu'un, faut que ça tombe, tu vois. Démarrer quelqu'un et attendre et redémarrer quelqu'un en attendant qu'il tombe, c'est vrai que j'aime pas moi, tu vois. Par exemple, je te montrerai le dernier combat que j'ai fait. Premier round, ça a été 5 minutes où j'étais au-dessus de lui et envoyé des coups. Deuxième round, j'ai dit c'est terminé, je lutte pas, je le rentre dedans, je le rentre dedans, je l'ai envoyé. La première dose qu'il prend, il tombe et c'est terminé, tu vois. Je me conditionne comme ça, je me dis que dès que je touche, faut qu'il tombe. Ouais, ouais, ouais. Dès que tu le tiens par la cravate, tu le lâches pas, quoi. C'est ça exactement. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant. J'avais une autre question qui m'a échappé pour le coup, puisque euh, qui était sur ça. Je sais plus. Je sais plus. Euh, Ça me reviendra, j'imagine. Tiens, petit, parce que toi, t'es dans la même catégorie que Sirigan, sauf que vous êtes pas dans la même organisation. C'est Euh, ça exactement. est-ce que tu envisagerais, enfin, tu envisagerais, tu t'es déjà imaginé le combattre euh, dans un futur ou quoi? Est-ce que tu penses que tu aurais tes chances? Est-ce que tu penses que tu es au-dessus? Est-ce que tu penses qu'il est encore largement au-dessus? Juste pour Si t'amuser. après, si je pense que moi, si admettons je vais à l'UFC, c'est pour performer forcément. Donc lui, il fait partie des meilleurs sur cette planète. Donc si j'arrive à faire partie des meilleurs athlètes sur cette planète aussi, je pense que le choc se fera.
Enfin, faut déjà y arriver, bien sûr. Maintenant, à l'heure de maintenant, là, il a une intelligence de combat qui m'est encore trop importante. Donc, en gros, pour te faire simple, si je l'éteins pas au premier round, je sais que ça va être très compliqué pour moi de combattre Cyril et de faire les 3 rounds avec. Il y a une intelligence de combat et de déplacement qui je pense à l'heure actuelle, enfin, je pense pas, j'en suis sûr, j'arriverai pas à la gérer. J'ai Hmm. pas l'expérience nécessaire. Maintenant, je suis encore un jeune poids lourd, je suis beaucoup plus jeune que lui aussi. Donc c'est pour ça que je vais enchaîner les fights et être le plus performant et aussi savoir s'adapter à tous les styles. Il y a un style assez particulier, tu vois. À choisir entre lui et Francis Ngannou, j'aurais préféré Francis, tu vois. Lui, il se rentre dedans à la dure, même si s'il touche, il peut te retirer 4 ans de vie, mais je préfère ce style-là où tu te tapes et c'est tout, que Cyril, c'est quelqu'un qui se déplace énormément bien, même si les gens pensent que il a une mauvaise lutte ou autre, c'est quelqu'un qui sait défendre la lutte. Donc faut pas se louper sur les attaques de jambes. Et puis voilà, après, mais si par la suite il reste parmi les meilleurs et que je rentre dans cet orga, pourquoi pas, tu vois. Mais après, on n'en est pas là T'as encore. t'as pas eu l'occasion, par exemple, je sais pas, ou même à Factory, ou j'en sais rien, d'y passer, de faire un sparring avec lui Si, moi ou avec d'autres? j'ai fait mes débuts avec Cyril quand Ouais. j'ai commencé à Factory. Cyril faisait sa transition. Je me rappelle à l'époque, il s'entraînait un petit peu en MMA. Ça veut dire que moi, je pense que j'ai commencé même un peu avant lui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore boxé Bouganem, le frère Bouganem en poids lourd, en boxe thaï. Et c'est vrai que je le croisais déjà à Factory. Et c'est quelqu'un qui a des prédispositions qui sont hors normes. Tu vois, tu veux lui expliquer 3 fois un truc, il va le comprendre, il va l'assimiler, tu vois. Hmm. Donc, c'est quelqu'un qui a une intelligence et une adaptation dans les sports qui est incroyable, tu vois. C'est assez impressionnante. Bon, ben moi j'ai hâte, je le dis comme si ça va se faire, mais oui, oui, ça va se faire, j'y crois, de recevoir Cyril sur ce podcast parce que il m'a beaucoup demandé et c'est un athlète assez balèze. Stay tuned, comme on dit tout le monde, ça va finir peut-être par arriver. Euh, j'ai retrouvé ma question que, que j'avais en suspens. Est-ce que tu as déjà envisagé le KOTS? Il m'a déjà été proposé par mon manager. Maintenant, je te cache pas que pour l'expérience, je l'aurais peut-être fait, mais maintenant que je suis papa depuis maintenant 2 ans, combattre comme ça avec autant de risques pour 600 balles, toi tu réfléchis. Moi, ma préparation, je la fais sérieusement, tout ça, pour aller me chiffonner avec un mec Manu, ça me dérange pas. Sur du macadam, à la limite, ça me dérange pas, mais pour 600 balles, non, c'est pas possible, tu vois. Ça a déjà été, on a déjà été approché pour combattre là-bas, mais c'est vrai que sur le plan financier, ça peut pas Ça vaut pas suivre le et coup. ça n'ira pas, tu vois. Ouais. Bah, t'as le risque, c'est une espèce de, enfin c'est encore plus violent, encore plus brutal que le bark knuckle de toute façon parce que c'est pas que les points que tu peux utiliser cette fois, Ouais, il y a c'est le coup de absolument tête, tout. les doigts dans les yeux, les parties, je sais pas, mais tu peux le slammer sur du macadam. Enfin, Frapper au sol, en clair, enfin tu vois, ouais. tu lui fais une souplesse sur du macadam, il peut se casser la nuque, tu vois. Donc Hmm. tu sais que quand tu fais ça, tu sais les risques qu'il peut avoir derrière. Après, moi, personnellement, j'en serais bien conscient. Maintenant, c'est vrai que faut aussi regarder l'argent, tu vois. Quand on est papa, c'est bien de rentrer avec une gueule cassée, mais il faut quand même rentrer avec des sous, tu vois. En parlant de l'aspect un peu financier, est-ce que tu as des clauses de confidentialité ou est-ce que je peux te poser la question de quels sont les cachets généralement pour les que ce soit en bark knuckle, en MMA actuellement? Ouais, non, je peux te donner des brochettes, comme ça au moins, je dois rester plus ou moins discret parce que certains, comment dire, je vais être payé plus que certains combattants. Donc, on se doit de rester, entre guillemets, discret, mais je peux te donner des brochettes, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pour savoir si t'es mieux payé en Par MMA exemple, qu'en bark le knuckle, dernier quoi. combat en MMA, ça a été entre 5 et 7 000, par exemple, pour te donner une petite brochette assez courte. Et en barnacle, je me rapproche même plus des 5 chiffres, tu vois, sur les primes. D'accord, donc ça veut dire qu'en bark knuckle, qui est quelque chose qui est moins connu, qui est moins popularisé, c'est mieux payé. Ouais, voilà, je suis mieux payé en barnacle. Comment c'est possible? Est-ce que les places, je sais pas, les Ouais, places des championnats sont plus chères? À un moment non, donné, l'argent, je pense que c'est un sport qui est plus
attractif sur le visuel. Après, ça reste un sport où tu combats quand même des gars préparés à main nue, donc c'est pas rien. Il y a aussi le risque. Et c'est vrai que c'est ça le problème du MMA, c'est que, tu vois, sur mes 5 années de pratique, il y a qu'à partir de cette année où j'ai commencé à prendre de réelles bonnes primes. C'est un sport où il faut faire énormément de concessions. C'est pas un sport facile, il faut surtout pas lâcher. Donc, c'est vrai que si tu penses sur l'aspect financier, c'est pas le plus intéressant le MMA. Tu prendrais plus de ça en barre knuckle. Maintenant, moi, la priorité, comme je te disais, c'est le MMA. Et je sais que je me donnerai les moyens pour avoir de très grosses primes en MMA dans des grosses organisations de top 3 mondiales. Et je ferai le nécessaire et j'y arriverai, c'est une certitude. Ok. Et à l'UFC, comparativement au Bellator, par exemple, c'est quoi? C'est du simple au double, les cachets? Bah, je pense que début de contrat, l'UFC était plus sur du 12+12. Et je pense que au Bellator, tu seras peut-être sur du 6+6. Ou je pense que c'est un peu moins quand même. Après, tout dépend de la personne, tu vois. Un Cédric Doumbé va être plus payé qu'un gars lambda qui est pas connu, par exemple au PFL. Enfin, tout est une discussion de contrat aussi, tu vois, de discussion avec ton manager. C'est ton manager qui fait le boulot. Après, c'est lui qui fera en sorte que tu sois le mieux payé possible. Ok, ok, il y a une espèce de négoce aussi. C'est pas, Alors, il n'y a pas des tarifications en fonction de où ouais, je c'est que tu en es, du pense, nombre de combats. C'est en fonction de la. le manager doit faire le taf de derrière, hein. C'est aussi, ça fait partie de son boulot. Ouais, ok, ok, ok. Est-ce que tu penses que tout le monde peut se mettre au sport de combat? Enfin, pas s'y mettre, oui, s'y mettre, comme ça déjà, rien que pour apprendre, mais là, d'un point de vue un peu compète, d'un point de vue, tu vois, haut niveau, est-ce que tout le monde est capable d'encaisser les coups physiques, psychologiques aussi? Bah, je Comment pense tu le que, comme perçois, tu ça? dis, il y a l'aspect déjà psychologique où tu sais que tu vas ramasser des coups de genoux dans le crâne, des coups, des grosses droites. Ça, déjà, faut se préparer mentalement à ça. Faut se dire aussi que les gens en face seront très, très, très bien préparés. Donc, il y a l'aspect aussi entraînement, prépa physique qui va être important. Tu vois, à l'heure actuelle, je suis à peu près à 4h30 par jour d'entraînement. Même si d'autres sont en plus, moi, j'ai ce débit-là, mais qui est très important. Mes séances sont très intenses. Faut savoir les tenir. Faut comprendre que la diététique elle est importante, que tes siestes sont importantes, que ton planning journalier est important. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Que c'est pas juste tu vas t'entraîner, tu fais un peu de sac et tu vas te taper avec les mecs, quoi. C'est moi je prends comme ça quand ce sport-là, je l'ai vraiment repris à la légère et Hmm. je fais en sorte de me dépasser chaque jour pour que je puisse arriver au plus haut sommet, tu vois. T'es full time, toi, là. C'est-à-dire que t'as pas tu fais pas de boulot à côté, que ce soit du coaching ou d'autres choses? Je bosse de temps en temps les soirs en sécurité, des trucs. Moi, je suis quelqu'un qui, en fait, si tu veux, pour t'expliquer un peu, moi, j'ai toujours bossé depuis très jeune. C'est-à-dire que moi, demain, je me blesse, je me pète un bras, je sais que derrière, je vais avoir des petits trucs, des rentrées d'argent. Je sais que je vais avoir du boulot derrière. Même si, je vais te donner un exemple, je prends du 40 000, mes petits boulots à côté, qui me font rentrer des sous tous les mois, pour ma fille, pour ma mère, je sais pas, tu vois. Je continuerai à le faire. C'est parce que la notion de l'argent, surtout dans le Nord, je l'ai remarqué, on a une notion de l'argent qui est importante. C'est-à-dire que dès qu'on peut faire des sous, peu importe si on en a déjà beaucoup, on va les faire. Hmm. Peu importe, on ne prend pas ça à la légère. Les sous, ça part vite, mais ça rentre moins vite, tu vois. Demain, je me blesse, pendant 8 mois, je ne combats pas. Certes, j'ai des sous de côté, mais ensuite, je fais quoi, tu vois? J'ai pas de mutuelle, j'ai rien, j'ai pas la sécu qui va me payer, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours cette mentalité-là de bosseur. Après, bien sûr, c'est pas des boulots physiques. C'est pas des boulots qui vont être contraignants sur mon réveil le matin pour aller m'entraîner. Enfin, c'est des trucs vraiment que je peux me permettre de faire. C'est pas demain je vais aller maçonner toute la journée. Tu vois, c'est vraiment des boulots très tranquilles où je prends mes sous très bien et voilà, j'assure mes arrières. Est-ce que tu C'est arrives à important. voir ouais, ouais, non, mais je comprends. En plus, bon, donc tu as une certaine. Je reviendrai après sur ce que je voulais dire, mais tu as une certaine conscience aussi de l'impact que tu fais subir à ton corps. T'as une espèce de vision sur les prochaines années où tu sais qu'il faut te ménager un minimum, qu'à un moment donné, faut que tu ailles à 100% aussi dans ce que tu fais si tu veux vraiment développer ta carrière au maximum.
Mais justement, tout en sachant que c'est toujours ce bénéfice-risque, hein, ce que tu fais subir, à ce que tu dois. Voilà, c'est là. De toute façon, alors c'était des discussions que j'avais il y a quelques mois, même un an ou deux sur ce podcast, beaucoup. La limite entre la performance, la santé, voilà. Donc toi, j'imagine que tu es un peu là-dedans, quoi. Tu dois aller chercher de la performance, mais en même temps, C'est ça. Moi, tu sais ce pour que. l'instant, je suis tout pile dans l'entre-deux. C'est-à-dire que je peux continuer à faire mes petits boulots sans que ça soit contraignant pour mes réveils à 9 heures du matin, pour faire mes siestes, pour être très bon à l'entraînement, tu vois. Hmm. C'est vraiment des trucs qui me bloquent pas dans ma performance. Et de toute manière, si ça me bloquerait dans ma performance, j'arrêterais de les faire, tu vois. Est-ce que tu arrives à voir dans les yeux de ton adversaire, ou ça t'est déjà arrivé, avec la carrure que tu as, avec le style? Bah, le style, je pense, ça compte pas mal aussi, tu vois. Tu sais, sur le fait d'impressionner, sur le fait de faire passer des messages. Est-ce que des fois, tu arrives à voir dans les regards, que ça soit en début de combat, que tu impressionnes ton adversaire ou que tu lui fous un petit peu les chocottes? Est-ce que ça Pas t'arrive? sur le début de combat ou face-off, non, parce que le mec doit rester lucide. Maintenant, en fait, moi, j'ai toujours les yeux ouverts même quand je prends des coups. Je sais quand j'ai mes phases d'agressivité ou quand j'avance un peu comme un gros gorille sur le mec, je vois que bah, il comprend qu'il va s'en manger plein là. Donc tu vois un peu comment dire, la petite détresse dans ses yeux parce que les coups vont arriver, il le sait qu'ils arrivent et donc je le perçois un peu. Après, mes adversaires sont pas bêtes, ils ont vu mes combats, j'ai 10 victoires, j'ai 10 finitions, donc ils savent que j'ai le KO power et que j'ai la power aussi pour les balancer en l'air, pour leur faire du mal. Donc il y a toujours ce risque-là. Après, voilà, ils ont leurs compétences aussi, tu vois. Donc, mais ils savent que c'est quelque chose il faut faire attention. Si tu me colles un peu trop, tu risques de faire l'ascenseur, ça c'est sûr. Donc Hmm. je le vois bien qu'ils sont par moments sur certaines phases craintifs, tu vois. Et alors ça, c'est pendant le combat et avant le combat. Alors, t'as peut-être pas eu l'occasion de faire euh, des, des, des communiqués de presse, tu sais comme ils font à l'américaine à l'UFC où tu sais ils s'en foutent plein la gueule et ensuite ils se mettent en face pour prendre des photos, tout ça. Mais est-ce que avant un combat, avant que tu sois dans la cage, ça t'est arrivé de voir tes adversaires et on sait tous que alors chacun des deux adversaires est persuadé de gagner, est persuadé qu'il va gagner. De toute façon, il est obligé de se le dire et puis il y croit à fond, il s'entraîne pour ça. Voilà, sinon il irait pas. S'il pense qu'il va perdre, ça n'a aucun sens. Mais on sait quand même qu'il y a une part d'acting. Il y a aussi le fait d'essayer de faire peur à l'adversaire, d'essayer de prendre l'ascendant psychologique. Et ça t'est pas déjà arrivé de voir avant un combat une fraction de seconde, oula tiens, là j'ai senti que là il était un petit peu fébrile sur sa confiance, Bah, ou pas? C'est une question moi, que je me pose. je suis le genre d'adversaire qui met assez à l'aise, tu vois. Je suis un gars vraiment cool, c'est-à-dire que même à la pesée, je vais avoir le sourire, ceci, cela. Moi, j'ai Ouais, pas ce souci de me conditionner à devoir frapper quelqu'un, tu vois. Enfin, frapper quelqu'un, à devoir mettre ouais, des le coups à mon détruire quoi. adversaire. Ouais. Maintenant, c'est déjà arrivé que une fois, j'étais un peu tendu avec un mec. On était tendus tous les deux, mais maintenant, moi, quand je croise mes adversaires la veille ou l'avant-veille des combats, bah, on se serre la main, on se parle. C'est déjà arrivé qu'on va boire un café. Enfin, moi, j'ai pas ce souci-là, tu vois. Je fais bien comprendre que on va faire 15 minutes de guerre, mais après, il y a rien de personnel, tu vois. C'est juste notre boulot. On est là Hmm. pour bosser, prendre le sous, et puis c'est tout. Maintenant, si le mec, il veut faire le tendu, bah, il fait le tendu, hein. De toute façon, moi, qu'il fasse le tendu ou qu'il soit gentil, le résultat sera le même. Enfin, j'irai chercher le même résultat, du moins, tu vois. T'as pas plus, t'as pas un peu plus envie de le dérouiller si le mec, t'as l'impression qu'il te cherche? Bah, disons, la seule fois où il m'a un peu cherché, ça a été différent dans le sens où j'ai pris plaisir à le frapper par terre, t'as vu. Les autres, bah, c'est parce que je dois le frapper et puis c'est tout, et je dois finir le combat. Mais l'autre, de lui mettre une vraie dérouillée et de lui mettre sa dérouillée par terre, ça a été plaisant, tu vois. Tu t'es dit il a bien cherché celle-là. Il a bien cherché, exactement. Euh, et la douleur, est-ce que t'es un mec tu penses, qui gère bien la douleur, euh, qui la ressent Ouais, moins? ouais, Tu disais. Ouais, tu disais pendant le combat tout à l'heure là, que quand t'as eu l'orbite et le nez fracturé, tu l'as pas senti au début. Bon, après, il y a toute l'adrénaline du combat, il y a tout ça. Mais d'une manière générale, comment tu ressens la douleur? Tiens, question simple. pas que ce soit combat ou entraînement.
je reste de marbre. Je fais pas montrer que j'ai mal. J'ai toujours été comme ça, et puis tout petit, j'étais comme ça, tu vois. Moi, en fait, depuis tout petit, avec mes cousins de la boxe, ils me mettaient des rouillés de fou et ils me forcent. En fait, ils m'ont formé comme ça, Hmm. à prendre des coups et à en remettre, à jamais montrer que j'ai mal, tu vois. Et j'ai toujours été comme ça. Et que ce soit à l'entraînement, même quand je suis touché ou que j'ai mal quelque part ou autre, parce que touché, j'ai pas encore été touché, même aux entraînements, bah, je le montre pas. Et en combat, c'est pareil. Les seules fois où, bah, j'ai pas pu reprendre, c'est quand mon adducteur a pété, je suis resté au sol parce que, bah, ma jambe, elle répondait plus, forcément. Et quand le biceps a pété, bah, même comme ça, ça a pété au bout de 30 secondes. J'ai continué tout le combat avec un bras, à défendre la lutte, à essayer de le frapper, ceci, cela. Enfin, j'ai rien montré. C'est vraiment à la pause où, en fait, à la pause, il y a toujours une petite descente d'adrénaline et c'est là que le pic de douleur est monté, par exemple, pour mon bras, tu vois. J'ai senti qu'il y avait un problème pendant le combat parce que mon bras était endormi. C'était à cause d'hémorragie interne, mais je savais pas encore quoi et c'est qu'après, j'ai compris, bah, que c'est le biceps qui a pété, quoi. Hmm. Tu prends des antidouleurs dans ces moments-là ou des Moi, antalgiques, des anti-inflammatoires? ça me fait rien du tout, Doliprane, des trucs comme ça. C'est mieux que je prenne rien. Non, non. Ok, ok. Moi, par exemple, quand j'ai l'adducteur qui a pété au KSW, bah, l'adducteur il a bien pété, je suis sorti sur civière, chaise roulante, j'étais transféré à l'hôpital. Ils m'ont passé un antidouleur en injection directement dans l'ambulance parce que c'était juste horrible la douleur. Et bah, c'est le seul truc qui fonctionne. Après Doliprane, à moins que j'en prenne 5, ça me fait rien, Que- tu vois. quel, quel type de douleur c'était sur une échelle de 0 à 10, l'adducteur? L'adducteur, par exemple, Hmm. franchement, c'était 15. Ah C'était, ouais, ouais, à ce point-là. En fait, la douleur, elle montait vraiment très crescendo. Et quand elle était là, en fait, j'avais l'impression que ma jambe, elle s'était arrachée, que bah, forcément l'adducteur s'est des parties, tout il s'arrachait. T'as l'impression que, en fait, il y a une partie de toi qui s'est vraiment arrachée à vif. Et c'était la douleur, l'hématome il partait après partout derrière ma jambe, là, au niveau des fesses, il remontait près de l'aine, tu vois, c'est des hématomes, des zones sensibles. Quand t'as un hématome là, ça fait super mal. Parce que quand tu déchires, forcément, t'as le saignement, donc t'as l'hématome. Mais Hmm. ouais, ça a été très douloureux. Pour le coup, j'ai eu une 8. En fait, j'ai repris l'entraînement au bout de 2 mois, mais ma convalescence totale a duré 10 mois. J'ai recombattu 10 mois après cette blessure. Tu te sens moins souple de cette jambe-là aujourd'hui? Non, 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 bien au contraire, c'est ma jambe la plus souple. Parce qu'après, encore une fois, comme je te disais, je continue à bosser toujours bien spécifiquement les parties que je me blesse. Donc, je sais que j'ai pas à galérer derrière pour la rééducation. Ok. Comment tu t'étais fait ça? C'était quoi? C'est sur un kick ou sur Non, un en coup que fait, t'as pris? pendant la prépa, je m'étais pareil déchiré à moitié l'adducteur. J'avais déjà l'hématome qui était sorti. J'ai forcé, j'ai quand même combattu comme ça. Le premier takedown que j'ai fait pendant le combat, la jambe elle a lâché, je suis tombé, j'ai pas compris. Enfin, sur le coup, j'ai pas compris parce que je faisais takedown contre la cage et je suis tombé d'un coup. Il est venu en montée, tac, j'ai dégagé. Et en fait, quand j'ai voulu me relever, bah j'avais une jambe qui répondait plus et en voulant me lever, bah la douleur elle est montée et après T'es tombé, quoi. c'était une douleur horrible. Hmm. Ok. Bon, ben voilà, hein, on voit que ça laisse des traces. Est-ce que tu fais partie de ceux que tu côtoies qui ont eu le plus de blessures pour l'instant? Ou parmi tous les combattants, honnêtement, c'est des choses qui arrivent très souvent, tout Bah, ça. je pense que tout combattant, quand il combat avec un petit bobo. Maintenant, ouais, je pense qu'au club, du moins à l'UFC, je fais partie de ceux qui ont été le plus blessés et qui ont combattu avec les blessures les plus graves. Moi, comme je t'ai dit, je m'entraîne trop et je le sais. Et des fois, j'arrive pas à contrôler ça. Et t'as des fractures de fatigue, le Hmm. manque de repos fait que des fois le corps il dit merde et t'es obligé d'arrêter malheureusement pour une blessure. Tu vois. Là, par exemple, tu prends quoi comme complément au quotidien, que ça soit santé ou performance, hormis ceux dont on a discuté tout à l'heure, donc les peptides, est-ce que, en termes de vitamines, de minéraux, est-ce qu'il y a des Bah là, choses écoute, qui te sont indispensables? pour le moment, j'ai pas de blessure, donc ça va, j'ai pas besoin de peptides particuliers. Après, en complément, j'ai de la créatine, acides aminés, protéines, collagène, BCA pendant l'entraînement.
Carnitine avant entraînement pour bien suer. Et voilà. Après, j'ai les oméga 3 Mhm. et un multivitamine le matin. Ok. Et la J'ai manière dont le nutritionniste qui s'occupe de ça. t'as une nutritionniste qui s'occupe de tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça qui me fait la liste de quoi, qu'on prend et à quelle heure et comment. Donc c'est vraiment tout bien calculé. D'accord. Et sur les repas, grosso modo, comment ça s'organise? Tu fais combien de repas par jour? Combien de calories à peu près? Bah écoute, moi sur une diète où je devais sécher, j'étais quasi à 2005 ou 3000 calories, je crois. Donc je crois que c'est déjà une diète de base pour quelqu'un qui est censé grossir. Moi, je maigris. Maintenant, ça a été dur pour que mon corps il s'habitue parce que je pense que de base, quand je suis pas loin des 130, je dois être près des 6 000 à 7 000 calories. Je mange énormément, c'est infernal. Mais ouais, après, je mange tous les 3 heures. Tant que je dors pas, il suffit que je bosse un peu la nuit, j'ai mes repas de nuit. Tous les 3 heures, j'ai mon apport protéiné, de glucides, de lipides, tout quoi. Et avec la force que tu as et finalement enfin le gabarit, est-ce que tu as déjà pensé, tu as déjà envisagé le strongman, tu as déjà fait des épreuves de strongman ou c'est quelque chose qui Mm. t'intéresse pas du tout? Bah, c'est quelque chose que maintenant je pourrais plus au petit pépin physique que j'ai eu. Maintenant, à l'époque où, quand je faisais vraiment ces grosses épreuves de force, c'était plus dans ma salle et c'était plus pour moi personnellement, tu vois, je cherchais pas à faire de compétition autre. J'étais pas dans la recherche d'être meilleur qu'un autre, c'est juste être le meilleur de moi-même et de me surpasser, tu vois. Mais Donc je ça m'entraîne t'intéresse pas particulièrement? Non, après c'est toujours agréable à regarder, c'est vrai que c'est toujours impressionnant, tu vois. Mais je préfère le regarder que le faire, tu vois. Que le pratiquer, ouais. Ouais. Je saurais pas dire si laquelle des deux disciplines est la plus dangereuse ou provoque le plus de blessures entre les strongman, les épreuves de strongman, donc de force extrême, et les sports de combat. Parce que on sait aussi que les strongman, à force, ils poussent le bouchon, souvent. Ils finissent par se C'est vrai déchirer qu'il y un a truc, que- forcément. Après, leur corps est, quand tu les vois, ils sont effectivement énormes, très grands, très costauds, mais c'est bien spécifique. Tu verras rarement des strongman très secs. C'est justement pour protéger un maximum les muscles, les tendons, les ligaments, tout ça. Et au plus t'es lourd, tu vas être fort. Après, c'est des diètes bien précises qu'ils ont aussi, tu vois. Donc, je pense il y en a plus en MMA, les blessures. Les blessures qu'il peut avoir en strongman ou en truc de force, c'est plus des gens du bodybuilding qui vont dans cette discipline et qui, bah, de par leur mode d'entraînement, il est pas pareil, hein. Tu vois, un body et un strongman, ça va être pas pareil. Donc, forcément, la transition, il va la sentir. Il y aura moins de souplesse dans les muscles. Il va trop tendre un bras pour soulever quelque chose, ça va péter. Mais c'est pas pareil, tu vois. Hmm. Bon, ben on passe le bonjour à Tengo. Je sais pas si si tu Ouais, je connais. le connais très bien et je lui passe le bonjour. C'est un super mec en plus. Et très Voilà, costaud. ouais, balèze et surtout qui me fait marrer. Je m'étais bien marré quand je l'avais reçu ici. Et bon, Ouais, écoute, super. Non, super. Je regarde un petit peu mes notes là. On a fait un bon tour. Je suis content d'avoir abordé tout ce sujet, tous ces sujets avec toi. Tu vois, j'étais curieux de voir un peu comment tu appréhendais ces sports et surtout les blessures et la violence qui en découle forcément. Toujours intéressant de voir les athlètes qui pratiquent, les sportifs. Je vais te poser mes trois questions de fin pour finir. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, tu m'as dit que tu avais 28 ans. Hein. 28 ans, 28 ans. 28 ans, donc 18 ans. Bon, allez, 18-20 ans. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre, à titre personnel? Je dirais de prendre mon temps sur le début de ma carrière sportive dans le MMA. Puisque moi j'ai T'as commencé été et je trop me suis brutal. entraîné. Ouais. Bah, je me suis entraîné 4 mois, 4-5 mois, j'ai combattu direct en professionnel, ce qui fait que j'ai pas acquis un très bon bagage dès le début. Donc j'ai dû apprendre ce bagage-là avec le temps et en même temps combattre. Donc j'aurais pris un peu plus mon temps. Ok. Ça t'a coûté une blessure? Ça t'a coûté Non, quoi mais disons du fait que tu regrettes? que bah, heureusement sur, je pense, mes 5 premiers combats, mes aptitudes physiques ont fait que j'ai su faire la différence, même si j'avais
acquis un peu de technicité, mais je pense que c'est beaucoup mes aptitudes physiques qui ont joué. Et sur le long terme, je me dis que si je l'aurais peut-être attendu un peu, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, j'aurais eu moins de combats forcément, mais j'aurais peut-être pu déjà être dans le plus haut niveau, tu vois. Ok, bon bah écoute, on va suivre un petit peu la suite de ta carrière parce que toi là, en fait, c'est assez tracé entre guillemets. Tu veux continuer à prendre en galon en MMA, c'est ton objectif ultime. Tu t'amuses un peu à côté avec le bare knuckle et c'est tout là. Tu fais plus de K1, tu vas plus voir d'autres Non, clubs. non, non, c'était une escapade vraiment occasionnelle, mais sinon, non, non. Ok, donc toi objectif clair MMA, monter, faire des combats et puis bah écoute, on va te souhaiter le meilleur pour la suite, hein. Même si c'est pas dans les médias que tu vas rejoindre l'UFC, c'est sûr que ça serait quelque chose de te voir là-bas, surtout si tu as l'occasion de rencontrer, de combattre Cyril Gane. Ouais, effectivement. Est-ce que t'as un modèle, t'as un mentor, ou t'en as eu un dans ta pratique sportive, ou pas que En, d'ailleurs, comme, professionnelle? comme sportif modèle, tu veux dire, c'est ça? Ouais, comme ouais, un modèle de vie, modèle de progression. Bah, en modèle de vie, de mental, tout ça, moi, je me suis toujours fixé sur mon grand-père, tu vois. C'est lui qui m'a un peu forgé aussi dans ce caractère-là assez dur. Donc, c'est Mm. vrai que sur le mode de vie, la façon d'être mentalement, c'est beaucoup mon grand-père. Et au niveau sur le plan sportif, bah, forcément, mes oncles, c'est des modèles parce qu'ils sont dans le sport de combat depuis longtemps. Mais je pense qu'en athlète, j'étais fan de Kevin Randleman à l'époque, gros lutteur du Pride, tout ça, et de Alistair Overeem. Si je pouvais faire une combinaison des deux et devenir les deux en un, Une je le fusion, ferais. quoi. Ouais, exactement. Ouais. Fusion à Dragon Ball. Ok. Euh, T'as un bouquin à me recommander, un livre que t'as lu cette année, 2023, ou que t'as lu plus jeune, qui t'a marqué? Moi, je suis pas trop bouquin. Moi, je vais pas te mentir, les seuls bouquins qui m'ont marqué à l'époque, c'est comme ça que j'ai connu le MMA. C'est les magazines de boxe où tu voyais des cumés, puisque les photos étaient un peu plus libres avant. Tu voyais des mecs démolis sur les pages, tout ça. En fait, c'est comme ça que j'ai connu le MMA, puisque mon oncle il avait plein de magazines de boxe et de MMA, et je voyais des gros bouquins comme ça où le mec il s'était défoncé, il y a du sang partout. Ça parlait de MMA à l'époque, tu vois, Hmm. du Strike Force, de tout ça, et c'est les bouquins, c'est vrai que c'est vraiment les bouquins qui m'ont le plus marqué. C'était plus magazine, mais on va le mettre dans le bouquin. Ok, parfait. Bon, bah écoute, Quentin Ruskov Domingo, non, il y a un Domingos, S. Domingos. Ouais, Domingos, exactement. je me disais, ok, je me suis pas trompé, ça va. C'était un plaisir, merci d'être venu sur le podcast, c'était sympa. Plaisir Est-ce que tu as un partagé. dernier mot à rajouter avant Bah, qu'on quitte écoute, les auditeurs officiellement? j'espère que la vidéo va plaire aux auditeurs et que la franchise aussi. Et j'espère pouvoir te retrouver sur un prochain podcast avec peut-être d'autres invités ou autres. Ah bah écoute, avec plaisir, merci. Et puis si la transparence et le partage de tout ça, parce que voilà, on n'a pas trop traîné 10 ans sur les produits dopants, parce qu'on rappelle quand même que c'est interdit souvent. Je dis oui, Mm. attention, il faut dire que c'est interdit, évidemment que c'est interdit. Donc bah, si ça vous plaît, mentionnez-le, dites-le, voilà, que ça soit en commentaire sous les vidéos YouTube ou même en message privé, envoyez un message à Quentin pour le remercier d'être venu sur le podcast. Et puis si vous avez appris des trucs, si vous êtes assez respectueux de son parcours, vous avez envie de lui envoyer un message, ben allez-y, hein, tu vas peut-être recevoir plusieurs messages. Je sais que C'est ça. souvent, enfin, Soit du ça bon, dépend des soit du invités, mauvais. mais oh, généralement pas trop du mauvais, sauf quand c'est des gros invités qui font beaucoup de bruit. Mais tu vois, parmi les plus gros invités que j'ai eu, qui ont eu le plus de succès sur le podcast, 95% des messages étaient toujours des messages positifs. Tu vois, et Positif. même quand des fois ils étaient remplis. Bon, mais merci à tous. À la semaine prochaine, prochain épisode. Inscrivez-vous à la lettre biomécanique. Tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, donc je vais faire une toute petite promotion pour ça avant de quitter. Vous avez le lien, c'est le dernier lien qui est dans les notes de l'épisode, biomécanique.com/lettres. Ce sont les coulisses du podcast, c'est des choses que je raconte, soit qui ont un lien avec le podcast ou quoi. J'ai des recommandations perso sur des choses que j'ai lues, que j'ai vues, des bouquins, des trucs que je lis qui peuvent être en rapport avec le sport, avec la santé, le mental, avec des choses comme ça. Ça se lit plutôt facilement. Et si vous appréciez le podcast, que ça fait plusieurs épisodes que vous l'écoutez, que vous trouvez ça cool, eh ben rentrez dans la newsletter, comme ça vous
Vous en aurez un petit peu plus. C'est une fois par mois grand maximum. Et voilà, où je partage des choses que je ne partage pas forcément ici. Et puis pareil, si tant qu'à faire, hein, si vous écoutez le podcast depuis un petit moment, quelques épisodes par-ci par-là, je reçois des messages en privé, les gens me disent putain, ça fait, j'ai découvert il y a pas si longtemps, je fais que les bouffer, c'est super. Ah ben merci beaucoup, moi ça me fait plaisir. C'est l'occasion, si vous l'avez pas encore fait, de mettre une petite étoile, une petite, enfin non 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Voilà, vous connaissez la chanson, je le répète assez régulièrement, mais ça permet de monter dans les charts, de faire grossir la visibilité. C'est hyper important et souvent on se dit bon je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Mais si vraiment vous avez kiffé, si vous kiffez les invités, les sujets, ça prend vraiment 30 secondes et une fois que c'est fait, c'est terminé, on n'en parle plus et c'est la petite contribution que vous pouvez apporter en tant qu'auditeur parce que ces podcasts sont gratuits. Voilà, c'est une façon moi de discuter avec des gens, de le partager en public. Les gens adorent et donc voilà, ça demande pas plus. À la semaine prochaine. Portez-vous bien, faites pas trop les cons et puis voilà. Ciao.